Dernière table ronde de la journée avant le regard croisé. Donc, comment tendre vers l'indépendance énergétique et un gaz 100% renouvelable. Donc, c'est le thème de cette table ronde, la dernière de l'après-midi. Donc, j'invite pour cela à me rejoindre sur l'estrade Jean-Luc Fugit, qui est député du Rhône, Françoise Coutan, vice-présidente en charge du climat. Vice-présidente en charge du climat et de la transition énergétique de la région Nouvelle-Aquitaine, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, mais qui va être en direct avec nous en Zoom. Gageons que ça marchera un petit peu mieux que ce matin avec Madame la députée d'Isère. Aurélie Picard, déléguée générale du comité stratégique de filière industrie des nouveaux systèmes énergétiques, qui est également en communication avec nous via Zoom. Et voilà, on voit leur visage qui s'affiche donc sur le mur. Cécile Prévieux, qui est directrice générale de Storengy, ainsi que Olivier Daugé, qui est coprésident de France Gaz Renouvelable. Donc on peut les accueillir. Ceux qui sont avec nous, parmi nous ici, mais également de manière digitalisée. Donc en réseau, voilà, chacun donc son micro. Alors pour commencer tout de suite, donc bienvenue à tous et toutes. Donc pour commencer tout de suite effectivement sur comment tendre vers l'indépendance énergétique, je vous propose que nous commencions de manière très concrète avec un témoignage du territoire, donc le témoignage de Françoise Coutan, vice-présidente de la transition énergétique dans la région Nouvelle-Aquitaine. Je le disais, Madame Coutan, est-ce que vous pouvez nous présenter les ambitions de la région, notamment celles qui ont été exprimées via son SRADET? Bon, alors en quelques minutes, bonjour à toutes et tous. Ça peut être compliqué. Moi, ce que j'aimerais évoquer, c'est évidemment notre SRADET, évidemment notre scénario 100% gaz vert, mais aussi tout l'environnement et les outils qui sont nécessaires à mettre en place pour pouvoir avoir des politiques ambitieuses, comme je pense nous les menons en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a une priorité quand même pour nous, c'est de travailler à ces questions d'appropriation au sein des territoires, c'est-à-dire de faire en sorte de faire sens sur les territoires pour que l'ensemble des acteurs puissent construire. Alors quand je dis acteurs, je pense évidemment aux porteurs de projets, mais je pense aussi aux citoyens, je pense aux élus, que chacun puisse construire ensemble son projet de territoire. Donc nous avons mis en place, nous, dès 2016, un conseil permanent de la transition énergétique et du climat qui permet d'assurer une certaine transversalité de fonctionnement au sein des services de la région, ce qui n'est pas gagné parce que dans les collectivités, en général, on a plutôt un fonctionnement en silo. Donc, on a gagné, nous, cette possibilité-là. Et puis, nous avons créé un comité régional des acteurs qui regroupe aujourd'hui plus de 500 structures qui sont des acteurs investis dans le monde économique, des transports, de l'agriculture, de l'environnement, de l'énergie, de la formation, enfin, tout ce qui est compétences région et en lien direct avec les questions de transition énergétique et de climat. Et c'est ce comité régional des acteurs qui nous permet de co-construire les politiques de la région et notamment le volet climat et énergie du SRADET, qui là encore est très ambitieux avec une priorité, c'est d'adopter le scénario négawatt avec des économies d'énergie prioritairement sobriété, efficacité, et puis déploiement d'un mix énergétique renouvelable à l'horizon 2030-2050, un mix énergétique avec évidemment en perspective ce scénario 100% biogaz sur lequel je reviendrai tout à l'heure, mais ce SRADET permet aussi et nous a permis de construire une feuille de route, Néoterra, une feuille de route qui regroupe toutes les ambitions de la région, les objectifs et les actions à mener en termes de transition écologique, énergétique, sociale, voire en termes de gouvernance. Donc pour la région Nouvelle-Aquitaine, nous nous sommes fixés 45% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030 et 100% à l'horizon 2050, en développant évidemment ce mix énergétique, que ce soit via l'autoconsommation, la méthanisation, l'hydrogène vert, la question du stockage qui est évidemment extrêmement importante avec la création d'un cluster énergie et stockage dès 2017, et puis ce scénario 100% gaz vert qui nous dit on peut atteindre 30% de gaz vert à l'horizon 2030 et 100% de gaz vert à l'horizon 2050, voire éventuellement être région exportatrice de gaz vert. Donc là, la priorité a été évidemment d'étudier tout ça, parce que c'est bien de se donner des scénarios ambitieux, mais il faut aussi regarder comment on peut y arriver. Il se trouve qu'il y a différentes échéances. L'échéance première, c'est à l'horizon 2030, avec un développement accru de la méthanisation. Le scénario 100% gaz vert est possible à l'horizon 2050 et ces 30% sont possibles à l'horizon 2030,
avec une amplification des projets de méthanisation. Et puis ensuite, à partir de 2030, eh bien, nous mettrons en œuvre deux solutions technologiques qui, j'espère, seront matures, la pyrogazéification et puis le power to gas. Bon, tout ça, ça veut dire développer beaucoup, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 20 unités de méthanisation par an, 2020, 20 unités de méthanisation par an. Si on veut aboutir au scénario à l'horizon 2030 de 30%, ça veut dire 45 unités de méthanisation par an autour de 2030, pour être sur de l'injection aussi dans le réseau. Ça veut dire passer aujourd'hui on est à 82 unités de méthanisation à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, 120 projets en cours. Ça veut dire 400 unités de méthanisation à l'horizon 2030, dont 280 en injection dans le réseau. Aujourd'hui, on en a 10. C'est très ambitieux. Moi, je me dis que c'est possible. Je me dis aussi qu'on commence à avoir de plus en plus de recours des citoyens par rapport à ces projets. Il y a quelque temps, c'était l'éolien, ça l'est encore. Aujourd'hui, on est vraiment sur des recours qui se multiplient ou des contestations qui se multiplient par rapport au projet de méthanisation. Donc, que fait-on? Eh bien, on prend à bras le corps la question de l'appropriation des énergies renouvelables. C'est ce que nous avons débuté aussi dès 2017, mais malheureusement, il faut que tout cela soit aussi partagé sur les territoires si on veut que ça fonctionne. Donc, anticiper des scénarios ambitieux, ben, ça veut dire aussi anticiper et mettre en place le bon écosystème territorial pour pouvoir co-construire ces projets avec les territoires. Eh bien, dans ce contexte-là, ça va être très compliqué. C'est ce que je m'apprêtais à dire quand j'ai senti que vous vouliez que je m'arrête. Justement, j'étais en train de dire que l'enveloppe qui était inscrite dans la PPE était parfaitement insuffisante et que les modèles de financement nationaux inadaptés aujourd'hui. Parce que l'enjeu, c'est le coût de production. On le sait bien, vous avez dû en parler depuis ce matin. C'est vrai que le surcoût est important quand on veut faire du gaz vert, mais c'est vrai aussi qu'il faut regarder la valeur du carbone évité. Et si on met en parallèle les deux, eh bien peut-être qu'on va réussir à résoudre l'équation. Développer le gaz vert, c'est aussi de la création d'emplois sur les territoires, donc c'est non négligeable à l'horizon 2030 et 2050. Ça veut dire aussi augmenter le rendement agronomique des terres et des sols. Donc nous, ce qu'on souhaite, parce que clairement, on se dit 30% d'ici 2030, mais si on regarde la PPE, on est sur un objectif de 10%, donc ça ne colle pas. Donc, on aura besoin d'une modification, d'une évolution au niveau des lois, au niveau de la PPE notamment, si nous voulons réussir cet objectif. On peut porter toutes les ambitions que nous voulons à l'échelle régionale. Si nous ne sommes pas accompagnés de l'État et s'il n'y a pas de modifications en profondeur, ça ne servira pas à grand-chose. Comme on dit, vous êtes lauréate des femmes industrielles de mon confrère d'Usine Nouvelle. Donc bravo, félicitations à vous. Merci. Alors comment est-ce qu'un acteur comme Storengy, qui est stocker de gaz, peut venir appuyer la puissance publique? Là, on entendait Madame Coutan qui faisait part effectivement de ses objectifs ambitieux en matière de mix énergétique gazier. Comment est-ce que vous vous positionnez comme acteur qui accompagne ce souhait, cette ambition? Alors d'abord, en tant qu'acteur industriel, je voulais vous dire les deux axes sur lesquels nous travaillons sur l'indépendance énergétique et le mix énergétique 100% renouvelable. Alors le premier, j'ai un petit slide qui illustre ça, on en a parlé ce matin, l'importance du stockage dans le mix énergétique. Donc aujourd'hui, par exemple en France, on a 138 TWh de gaz stockés dans des stockages souterrains de gaz naturel,
qui représente une énergie considérable. On a parlé ce matin. Donc, par exemple, c'est l'équivalent de 6 réacteurs nucléaires en termes de production annuelle, ou bien de 8000 éoliennes en mer. C'est aussi l'équivalent de 20 millions de véhicules qui rouleraient à l'électrique. Donc ces stockages, ils sont là, ils existent, et il faut évidemment on les utilise dans le cadre d'un mix énergétique équilibré. Mais ces stockages, ils sont aussi convertissables au gaz vert, alors en mélange, mais également pur, puisque sur l'hydrogène notamment, nous sommes aujourd'hui capables de convertir nos stockages salins. Donc c'est une partie du parc de stockage en France à l'hydrogène pur. Et alors c'est pas ce slide-là, hein, je vais y revenir. Mais l'hydrogène pur, c'est à peu près, en équivalent hydrogène, 4 TWh d'hydrogène, donc c'est-à-dire à peu près 100 000 tonnes aujourd'hui qu'on pourrait stocker dans les salins. Et on est capable aussi d'en développer jusqu'à 150 000 tonnes de stockage donc, dans ces salins. Donc, du coup, on contribue évidemment à décarboner, à stocker cet hydrogène, et nos projets sont sur la production et le stockage, sur les sites de stockage, donc production plus stockage d'hydrogène pour des projets au cœur des territoires. Alors, j'ai aussi un exemple, je ne sais pas s'il faut en parler tout de suite. Si, allez-y, volontiers. De comment on déploie aujourd'hui. On a une approche sur les 3 gaz, donc le biométhane. On est producteur de biométhane aujourd'hui avec à peu près 16 unités en France, et on a un projet, 80 projets donc, de production de biométhane d'ici 2023. Donc c'est Engie Bios, la filiale qui porte la production de biométhane pour le groupe Engie. On travaille également sur l'hydrogène, qui est donc le gaz qui aujourd'hui a tous les milliards du plan de relance qui viennent d'arriver. Donc c'est assez impressionnant, on n'arrive même plus à compter. Donc sur l'hydrogène, nos projets sont également des projets de territoire. L'hydrogène, il se développe par les usages. Donc c'est d'abord développer des usages, les usages mobilité, les usages industriels, on en a parlé ce matin. Mais ça, c'est vraiment un travail avec les élus et avec les acteurs des territoires, les PME aussi, avec lesquels on travaille sur les territoires pour développer cette filière. C'est aussi des emplois, c'est comme le biométhane. Voilà, je voulais l'illustrer, ça fera si on peut revoir le slide, un clin d'œil à Madame Coutan également, puisque donc, c'est un projet de territoire hydrogène qu'on développe actuellement sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc vous voyez en rouge les 4 centres un petit peu dans lesquels effectivement on aurait de la production d'hydrogène. Alors nous on mixe de la production par électrolyse et aussi l'utilisation des ressources, notamment d'hydrogène coproduit qu'on peut avoir sur les territoires. Donc par exemple autour de Bordeaux, on a sur le port de Bordeaux, au bec d'Ambès, un industriel qui rejette de l'hydrogène qu'il n'utilise pas dans son process. Donc on en parlait ce matin, oui. Voilà, de l'hydrogène fatal, de l'hydrogène coproduit. Alors, on n'est pas du tout à 10 €, on est à quelques euros. Donc, c'est compétitif. Nous, on le récupère, on le traite et on peut ensuite le distribuer pour des usages de proximité, donc de mobilité ou industriels. Donc, on est vraiment sur des boucles locales d'utilisation de l'hydrogène produit localement et donc réutilisé. Donc ça, c'est un travail avec les territoires, j'ai dit, avec les élus. Et on a plein de communes et de collectivités qui aujourd'hui veulent de l'hydrogène, veulent passer à la mobilité hydrogène. Donc c'est sur les bennes à ordures, c'est sur les bus, c'est sur les véhicules utilitaires légers. Donc ce sont des flottes captives ou des véhicules lourds pour lesquels, évidemment, le vecteur gaz, donc hydrogène, est parfait en termes de commodité, recharge rapide, autonomie, puissance. Donc ça répond à ces usages-là. Alors je ne sais pas si vous avez assisté à la table ronde précédente. Il y avait une grosse question au niveau du coût de l'hydrogène, du coup de l'horizon auquel il se profile. Aujourd'hui, vous nous dites effectivement que vous avez 4 sites de production d'hydrogène. Vous avez parlé effectivement de quelques euros de la récupération de cet hydrogène fatal. Mais sur les autres sites, vous êtes à quel coût de production ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que... Par l'électrolyse, c'est toujours les mêmes coûts de production. C'est ceux qu'on a cités et que une dizaine Valérie citait. 5 euros le kilo. Oui. Alors, en production, quand vous avez des petits électrolyseurs, vous sortez plutôt à 10 qu'à 5. Oui. Après, ça dépend de la taille de l'électrolyseur. Ensuite, l'idée, c'est de matcher ce qu'on disait. Le prix, par exemple, pour la mobilité, le prix de 7 à 8 euros qu'attend un consommateur pour être l'équivalent du diesel, mais avec quand même quelque chose de plus propre.
par rapport au coût de production. Et là, c'est effectivement aujourd'hui la subvention qui fait l'écart. Donc on est à peu près à une subvention qui couvre 20 à 30% du coût sur la mobilité. Et la mobilité, on va dire, c'est là où l'hydrogène est le plus compétitif, puisqu'on n'a pas un écart trop important entre les 10 ou 12 et les 7-8 qui sont attendus par les usagers. Néanmoins, vous confirmez bien que l'hydrogène, pour l'instant, est une solution qui reste plus chère que le biométhane. Mais comme toutes les filières aujourd'hui, le biométhane est aussi plus cher que le gaz naturel. On a également des aides sur le biométhane. Après, est-ce que l'hydrogène est plus cher que le biométhane ? J'ai envie de dire, l'hydrogène, c'est le biométhane il y a 10 ans, puisqu'on a commencé en 2011, le biométhane. C'est une filière qui a une petite dizaine d'années. Donc, c'est normal qu'au début, on ait des surcoûts. Ensuite, nous, en tant qu'industriels, on essaie de faire baisser ces surcoûts en mettant en synergie plusieurs centres de production sur un même territoire, mais coordonnés, que chacun n'ait pas l'électrolyseur à côté de sa station. C'est quand même un syndrome aussi dans certaines collectivités, et qu'on puisse utiliser sur un même territoire et optimiser les moyens de production, ce qui permet de faire baisser aussi le coût de production et donc le besoin de subvention à la fin. J'imagine en plus qu'il y a une notion de service qui s'associe à l'hydrogène, qui permet de bénéficier d'externalités, notamment la complémentarité avec l'électricité, comme on en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose sur laquelle vous travaillez ? Alors, on n'a pas encore vraiment de besoin côté électricien sur qu'est-ce que pourrait amener l'hydrogène sur l'équilibre du système électrique, mais on espère qu'en tout cas RTE y réfléchit et comment on pourrait effectivement aussi valoriser demain via des piles à combustible et donc l'électricité sur réseau, mais ça sera que pour des besoins de pointe puisqu'on voit que les rendements sont quand même assez dégradés. On en a parlé aussi à la précédente table ronde. Donc là-dessus, il y a encore une économie qui doit se construire et l'usage direct de l'hydrogène est aujourd'hui plutôt privilégié à ce jour. Françoise Coutan, je me permets de revenir vers vous. On entend effectivement parler des coûts de l'hydrogène qui sont non négligeables à l'heure actuelle. Du coup, aujourd'hui, pour la région, c'est un engagement encore supplémentaire à celui du fait de vouloir afficher 100% de gaz renouvelable, parce qu'on pourrait se dire déjà 100% de biométhane, c'est compliqué, mais si en plus on rajoute l'hydrogène dans l'équation, est-ce qu'on peut la boucler, cette équation ? À la fois sur ce scénario 100% gaz vert, en fait, l'objectif, c'est de consommer le gaz que nous produisons en Nouvelle-Aquitaine et de satisfaire l'ensemble des consommations actuelles. Ensuite, on travaille également sur les questions d'hydrogène et vous venez de citer un exemple, puisqu'on va, lors de la prochaine séance plénière, passer notre feuille de route hydrogène vert et fatal, avec là aussi des objectifs à court et moyen terme, en essayant de créer l'écosystème à l'échelle de la région qui va permettre d'arriver à un scénario 100% énergie renouvelable. Mais quand je dis 100% énergie renouvelable, je fais évidemment référence à un mix énergétique. Ce n'est pas que de l'hydrogène, ce n'est pas que du gaz, ce n'est pas que de l'hydrogène ou du biométhane. Donc si je comprends bien, c'est un vrai projet de territoire qui est basé et sur l'hydrogène et sur le biométhane et plus globalement... Et sur le photovoltaïque et sur l'éolien et sur la biomasse au sens large, parce qu'on a quand même des ressources en bois importantes en Nouvelle-Aquitaine. Donc on a vraiment la ressource pour atteindre cet objectif de 100% énergie renouvelable en 2050, mais en faisant avancer en même temps les réductions des consommations d'énergie, bien entendu. C'est jouable à partir du moment où on a pour priorité les économies d'énergie. Et ensuite, je pense que nous pourrons réussir. Olivier Degier, vous êtes coprésident de France Gaz Renouvelable. On sent clairement que dans cette notion actuelle de surcoût du biométhane, il y a néanmoins une valeur ajoutée qui est une externalité positive. Quelle type de valeur est-ce que ça crée sur le territoire ? Comment est-ce qu'on peut compenser finalement ce surinvestissement par les services qui sont rendus dans le cas de la production de biométhane ? Oui, bonjour à tous. Ce qui est dit par la région, je me retrouve tout à fait dans ce qui est dit, c'est-à-dire qu'on est véritablement dans le développement d'une énergie qui n'est pas qu'une énergie quelque part, qui est bien sûr une énergie de la transition. Alors bon, je suis agriculteur, je suis comme vous, je ne suis pas du tout du monde de l'énergie, contrairement à beaucoup de gens dans la salle, mais je m'occupe pour le monde agricole, FNSEA et Chambre d'agriculture, du climat depuis les accords de Paris. Et c'est véritablement une énergie, les accords de Paris, c'est la sortie du fossile, c'est le premier objectif des accords de Paris, c'est ça, et avec des énergies qui répondent aussi à un certain nombre d'enjeux. Cette énergie, elle est véritablement une énergie du territoire, ça a été très bien dit sur le côté régional,
Elle est une énergie qui apporte aussi un certain nombre de plus par rapport au climat et notamment par rapport à la faculté de capter plus de gaz à effet de serre. Donc quand on est vers une neutralité carbone, on l'a vu tout à l'heure avec le Green Deal européen, qui a une ambition aujourd'hui, quand l'Europe augmente l'ambition presque toutes les semaines. Alors je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas l'ambition est très forte. On ne pourra pas arriver à cette neutralité sans les sols. Alors il y a la forêt, ça a été dit aussi, mais il y a aussi les sols agricoles et il y a aussi tout le travail autour de la méthanisation, de gaz, de récupérer les gaz et ainsi de suite pour éviter qu'ils... Donc on est véritablement... Après, il y a tout ce qui est utilisation du gisement. Ça a été dit là aussi, c'est le gisement de la région pour l'énergie de la région. C'est-à-dire qu'on a... Et là-dedans, il y a une partie acceptabilité, justement, on en parlera peut-être tout à l'heure vis-à-vis des citoyens, mais il faut bien faire comprendre que la vraie transition, c'est justement de valoriser ce que l'on a sur le territoire pour le territoire. Alors c'est le gisement des déchets, bien sûr, des effluents, c'est le gisement de la biomasse, c'est le gisement des choses qui ne sont pas forcément liées à l'agriculture non plus, mais on valorise, on est dans l'économie circulaire avec une vraie vision développement, une vraie vision emploi. Et toute cette partie-là, c'est ce qu'on essaye de faire avec France Gaz Renouvelable et nous au niveau agriculture. D'ailleurs, le dernier rapport de la FNSEA que vous allez voir, c'est l'agriculture et climat, agriculture, victime, cause et solution pour le climat, c'est-à-dire que il faut impérativement intégrer ce genre de choses. On peut parler, je ne vais pas m'étendre énormément, mais on peut parler des liens par rapport même à la biodiversité du sol, même par rapport à l'environnement, par rapport à l'eau et par l'air. Il y a des vertus de cette énergie qui sont des vertus recherchées par la société dans les enjeux d'aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est le vrai défi des financements peut-être extra-budgétaires dont on commence à parler, c'est faire rentrer ces externalités, cette analyse du cycle de vie, et ainsi de suite, et de la valoriser d'une manière à ce qu'elle puisse se développer, parce qu'elle ne répond pas simplement à un enjeu énergétique, elle répond aussi à un enjeu de territoire et à un enjeu climatique. Aujourd'hui, on est très cloisonné dans notre façon de penser, on fait de l'énergie, on fait du territoire, on fait du social, on fait tout ça. Là, on est une énergie qui a une partie d'horizontale, donc c'est compliqué de faire changer le logiciel, mais le logiciel lié aux accords de Paris, il doit un peu évoluer dans cette approche, en tout cas globale. C'est en coût final d'énergie nette, je dirais, c'est une énergie qui sera sans doute pas la plus compétitive, elle ne sera pas très loin des autres, mais par contre, elle apporte un plus, et ce plus doit être intégré pour la développer dans l'intérêt du territoire. Si je vous suis bien, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, on ne prend pas en compte effectivement le fait que le biométhane est, pour partie en tout cas au moins, un outil de lutte contre la désertification rurale, un outil de lutte contre la paupérisation du monde agricole, ou en tout cas quelque chose qui pourrait venir en substitution de certaines subventions. Tout ça, c'est pas pris en compte. Alors en substitution, non, en plus. Non, mais c'est toujours mieux. Il faut bien voir. Non, mais c'est important là-dessus par rapport à l'agriculture. L'agriculture, avant l'ère du pétrole, produisait tout. C'est-à-dire qu'elle produisait l'énergie, elle produisait le chauffage, elle produisait les vêtements, elle produisait tout. 20-25% du territoire était pour cette production extra-alimentaire. En fait, on revient à la sortie du pétrole, alors pas avec 20-25% du territoire, parce que la priorité, c'est l'alimentation et que c'est une priorité. Par contre, on sait par exemple que pour capter plus de gaz à effet de serre, il faudrait couvrir les sols tout au long de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut remettre de la biomasse entre la biomasse alimentaire. Et cette biomasse nouvelle qui est immature, de toute façon, en tout cas dans nos contrées climatiques, c'est compliqué de faire 3 cultures en 2 ans, eh ben, elle peut tout à fait rentrer. On a parlé du gaz, mais j'ai entendu tout à l'heure qu'on a parlé aussi de biomasse. Je pense notamment à l'isolation des bâtiments, un certain nombre de choses, qu'on n'est pas dans le gaz. Mais cette bioéconomie, qui est l'économie de la photosynthèse, tout simplement, hein, c'est le soleil, l'eau et les sols. On produit l'alimentaire, on produit l'énergie, on produit tout ce qui sert pour les bâtiments, tous les matériaux, et on produit la chimie. Et c'est véritablement là le véritable défi. Et en plus, le véritable intérêt encore, je pense que ça, c'est très important dans l'acceptabilité. Certes, le décarboné ou le plus vert est plus cher. Ça, c'est sûr. Il faut quand même le dire aux gens. C'est pour ça que l'idée, c'est de consommer moins. C'est important. Par contre, c'est peut-être un peu plus cher, mais ça recrée un dynamisme dans les territoires. Ça revalorise des choses qui n'étaient pas valorisées, et notamment pour l'agriculture. Ça va permettre à l'agriculture de valoriser plus en potentiel ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc, a priori, d'être plus durable. Et en plus, comme elle va être plus durable pour capter des gaz à effet de serre et pour avoir des systèmes qui sont moins fragiles par rapport à l'érosion, mais aussi par rapport aux phytos, tout de suite, on va vers des systèmes agricoles que certains appellent l'agroécologie, des systèmes agricoles qui intègrent un certain nombre de choses qui les rendent plus résilientes.
Alors Jean-Luc Fugitz, c'est un sujet sur lequel vous avez travaillé, on vous connaît déjà beaucoup. 1, parce que vous êtes chimiste. 2, parce que vous êtes largement penché sur la question de la mobilité des véhicules thermiques, mais ça c'est une question qu'on a abordée ce matin. Mais vous avez également commis, a priori, comme on dit dans le jargon parlementaire, un rapport sur l'agriculture et l'énergie, donc un rapport au cœur duquel figure la question de la méthanisation. Quelles sont les propositions que vous avez préconisées pour effectivement dépasser cet état de fait, alors à savoir qu'il y a beaucoup d'externalités positives qui ne sont pas prises en compte? Oui, alors bonjour à tous et à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de voir aujourd'hui. Merci déjà de m'avoir invité une nouvelle fois à ce congrès. J'espère que le plaisir sera partagé. Bon, j'aurais bien voulu réagir. Moi, si vous m'autorisez, j'aurais une question à poser à la dame de Nouvelle-Aquitaine, parce qu'il y a quelque chose qui me taraude un tout petit peu dans ce qu'elle a évoqué, mais je la poserai. Et puis, j'aurais eu beaucoup de commentaires à faire sur ce que j'ai entendu en fin de matinée, tout à l'heure, mais je ne les fais pas parce que je n'ai pas le temps. Mais en tant que rapporteur de la loi mobilité, il y a d'autres trucs sur les zones à faible émission qu'on aurait pu prendre le temps d'expliquer, mais peut-être pas trop le temps ici. Il aurait fallu prendre la parole quand je demande... Non, après, un parlementaire, quand vous lui donnez la parole, vous savez jamais à quel moment il va vous la rendre, donc c'est ça le problème. Vous m'inquiétez pour les minutes à venir, là. Non, voilà. Mais j'aurais pu faire les deux tables rondes, ça ne m'aurait pas fait poser problème. Non, mais, soyons sérieux. Sur le rapport donc, du mois de juillet, c'est un rapport qui s'intitule « L'agriculture face aux défis de la production d'énergie ». C'est un rapport, je vous invite à lire, bien entendu, au moins les propositions, et j'espère qu'elles vont prospérer. J'ai cru comprendre que Barbara Pompili n'en avait pas parlé ce matin. Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, l'a repris à son compte la semaine dernière en réponse aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, et c'est tant mieux. Maintenant, on va vérifier, on va contrôler si on va au bout. Dans ce rapport, j'interroge un certain nombre de choses et je fais un certain nombre de propositions, et notamment sur la méthanisation, mais on pourra aussi parler de l'éolien terrestre, sur lequel je vous invite à être particulièrement prudent pour ceux qui s'y intéressent. Je pense aux politiques qui sont en visio avec nous depuis la Nouvelle-Aquitaine. Sur la méthanisation, aujourd'hui, il faut vraiment en faire des projets de territoire, ça paraît assez évident. Moi, j'ai présenté mon rapport le 16 juillet. C'était le hasard du calendrier, un an de travail, 153 personnes rencontrées, dont Olivier Dauger, entre autres, puis des personnes qui sont sûrement dans la salle, et c'était sur l'ensemble des énergies. La veille du 16 juillet, donc le 15, discours de politique générale du nouveau Premier ministre. Et il dit à un moment donné, du pain béni pour moi, puisque ça m'arrangeait bien pour le lendemain, il dit qu'il faut qu'en 2021, tous les territoires aient un projet de transition écologique incluant un développement économique. Parce qu'il est urgent d'arrêter de tomber dans une certaine forme de populisme. La transition écologique n'a de sens que si on la relie au développement économique et vice-versa. Ce n'est pas la transition écologique contre l'économie qu'il faut choisir, c'est évidemment l'un qui se conjugue avec l'autre ou l'autre avec l'un, comme vous voulez. Donc ça paraissait évident. Partant de là, sur la méthanisation, moi je me suis aperçu, ça ne va pas vous surprendre, qu'il y a beaucoup de problèmes dans les territoires. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'acceptabilité, tout simplement parce que les gens ne se parlent pas. Il y a des industriels qui veulent monter des projets, très bien, en oubliant de consulter parfois les élus, encore plus les associations de citoyens. Et il y a aussi des élus qui montent des projets sans même parler avec leurs citoyens. Je ne parle pas de Nouvelle-Aquitaine, je parle de ce que je vis chez moi en tant que député du Rhône. Je crois bien que la problématique est à peu près identique en Nouvelle-Aquitaine. Vous lui direz, François Scoutan, si je me trompe. Le projet de méthanisation qu'il y a dans la circonscription dont je suis le député, c'est moi qui, dans ma permanence, ai reçu à la fois les industriels, les élus locaux, les opposants, la Confédération paysanne et la FNSEA qui n'étaient pas tous d'accord, etc. J'ai reçu tout le monde et je leur ai dit maintenant, j'ai un sifflet d'arbitre de rugby. C'est sérieux en plus, j'ai été arbitre de rugby, non mais sérieusement. Et je leur ai dit, si vous voulez, à un moment donné, je l'utilise, mais j'espère ne pas avoir à l'utiliser. Et on a réussi à faire en sorte que tout le monde se parle. Et maintenant, le projet avance et il devrait se faire. Il va se faire sur une taille moindre que ce qui était prévu. Donc tout ça pour dire que c'est un projet de territoire, il faut embarquer. Si vous voulez réussir la transition écologique, etc., on peut faire tous les discours qu'on veut. Si vous n'embarquez pas les citoyens, vous ne réussirez pas. Et pour embarquer les citoyens, il faut un certain nombre de démarches. Alors dans le rapport, moi je propose d'avoir une démarche de certification. Je pense que sur la méthanisation, je le dis franchement, je l'ai dit dans une de mes propositions, pour ceux qui ne les auraient pas vues, je dis qu'il faut développer en priorité la méthanisation. Donc je suis très clair. Par contre, immédiatement, j'explique pourquoi, chaque proposition est argumentée. Je propose immédiatement qu'on mette beaucoup plus de sérieux dans la méthanisation. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens sérieux, mais il y a quand même un certain nombre de problèmes. Sur la qualité des intrants, parfois, sur la qualité des digestats, sur les fuites.
Oui, parce qu'il y a des problèmes de fuite dans certaines installations. Et ces fuites font qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une question la semaine dernière posée au gouvernement, donc au ministre de l'Agriculture, sur une problématique en Bretagne. Et si jamais j'écoute que la question et une partie de la réponse, on a l'impression que la méthanisation, c'est quelque chose de mauvais, de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginez le grand public qui entend que ça. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et donc, il faut une logique de certification. Et moi, je pense qu'il faudra sûrement avancer à ce niveau-là pour professionnaliser. Professionnaliser, ça veut dire aussi, la question des fuites n'est pas négligeable. Je dis au passage, je préside par ailleurs le Conseil national de l'air. 7 octobre, on vous donne rendez-vous effectivement, pour une table ronde organisée par l'AFG sur la question des fuites de méthane. Et je ferai ce que je peux le 7 octobre, je ne sais pas, c'est un mercredi, c'est un peu compliqué l'agenda, mais bon bref, j'essaierai d'être présent s'il faut. Ce que je veux dire par là, c'est que rien que la question des fuites, c'est un problème. La question des fuites, c'est une participation à la formation d'ozone. L'ozone, l'agriculteur, il en est victime. L'ozone, c'est 20% de baisse de rendement. La pollution à l'ozone entre juin et août, c'est 20% de baisse de rendement sur le blé. Un peu moins sur l'orge parce qu'il mûrit un petit peu avant, mais globalement, c'est 20%. Donc ça, voilà, comme tout le monde, l'agriculteur, il est responsable et victime. D'ailleurs, chacune et chacun d'entre vous est responsable et victime des problèmes de pollution. Il n'y a personne qui peut s'en exonérer. Donc on fait un certain nombre de propositions. On fait des propositions aussi qui relèvent du projet de loi de finances que je vais regarder sur l'histoire de la valeur, c'est-à-dire de pouvoir déclarer plus de valeur de ce que l'on produit quand on est agriculteur, puisque donc l'idée pour moi c'est vraiment d'aider nos agriculteurs, faire en sorte que nos agriculteurs puissent être dans une logique où ils pourront intégrer plus de revenus donc agricoles venant de la production d'énergie. Et moi ce que je souhaiterais, je vais vous dire clairement, c'est ce que j'ai exprimé la semaine dernière quand j'ai présenté mon rapport à l'Élysée, c'est de dire la chose suivante, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens sont plutôt fiers de l'agriculture française. Paradoxalement, ils sont parfois moins fiers de leurs agriculteurs, parce qu'ils ont tendance à les montrer du doigt, pour les problèmes des phytos, etc., etc. Moi, ce que j'aimerais, c'est que nos agriculteurs soient un peu plus fiers d'eux-mêmes, parce qu'ils ont de quoi l'être, franchement, globalement, l'agriculture française. Mais j'aimerais qu'ils soient aussi fiers d'être capables de produire une énergie de qualité. Ils en sont capables. Aujourd'hui, on a 20% des exploitations agricoles qui se destinent à la production d'énergie, enfin qui sont à la production d'énergie. On estime qu'on pourrait multiplier par 3, et c'est quelque chose d'assez important. Bon, j'imagine qu'on va revenir sur tous ces sujets, mais donc il y a un certain nombre de propositions, à la fois qui relèvent du projet de loi de finances, on va d'ailleurs les travailler, je vais essayer de les travailler dès ce mois-ci, et ce rapport, d'ailleurs, les propositions seront reprises, on a une réunion le 14 octobre, vous voyez, avec les cabinets à la fois de la ministre de la Transition écologique et du cabinet du ministre de l'Agriculture, et moi-même et des conseillers de l'Élysée, pour rien vous cacher, ouais. Et nous allons travailler sur les propositions du rapport pour voir comment on peut avancer. Parce que si c'est un rapport pour un rapport, c'est pas intéressant. Si vous me permettez, moi, c'est avant d'oublier, j'aimerais que quelqu'un m'explique une bonne fois pour toutes, et c'est pas du tout polémique ma question, c'est le scientifique que je suis qui se la pose. Quand on dit « je veux arriver à 100% d'énergie renouvelable en 2050 sur un territoire », moi, j'adhère, je fonce. Ça m'entraîne, ça m'embarque, comme on dit. Ça vous donne envie. Mais j'ai une question. Quid du nucléaire? Parce que ça veut donc dire, je la pose la question, hein. Alors je vais vous donner ma hiérarchie. Quand j'étais rapporteur à la mobilité, j'ai dit l'ennemi, je l'ai dit dans l'hémicycle. L'ennemi, c'est les fossiles. Pas pour le CO2, comme j'ai entendu ce matin. C'est CO2 et polluants de proximité. C'est pas l'un ou l'autre, il faut faire du en même temps, là. C'est le CO2 parce que c'est climatique, et c'est les oxydes d'azote et les particules fines parce que ça, c'est notre problème d'impact sanitaire réel, direct. Ça, c'est le numéro 1 qu'il faut supprimer. Seulement, quand on dit on veut arriver à 100% d'énergie renouvelable sur un territoire en 2050, moi je dis, ok, banco, allons-y. Mais donc, ça veut dire que sur ce territoire, c'est pour voir si j'ai compris, j'ai peut-être pas compris, moi, si on m'explique, je comprendrai. Ça veut donc dire que sur ce territoire-là, en 2050, on n'utilisera plus d'énergie d'origine nucléaire. Ça veut dire que toute l'énergie sera renouvelable. Et c'est là que j'ai besoin qu'on m'explique comment on fait en 30 ans. Alors, quelqu'un veut-il... Je suis désolé, cette question. Cécile Frévieux Non, vous n'avez pas trop envie. Mais il ne faut pas mentir aux concitoyens. Il faut... Du coup, je m'improvise. A priori, la loi de transition énergétique impose une réduction de la part du nucléaire, quoi qu'il arrive, parce que la transition énergétique, à la base, elle découle quand même de l'accident nucléaire de Fukushima. On s'est dit qu'il faut faire baisser la part de nucléaire dans le mix énergétique français. Et effectivement, avec les années, la transition énergétique semble être devenue une transition de l'énergie d'avant, y compris le fossile, vers une énergie à venir, le renouvelable. Mais n'oublions pas que le principal objectif de la transition énergétique au départ, c'était de baisser la part du nucléaire.
Alors, vous avez entendu ce que vous venez de dire vous-même. Baisser la part du nucléaire. La question, c'est quand on dit aller vers 100%, je souhaite un territoire à 100% énergie renouvelable en 2050, ça sous-entend que le reste est à zéro. On est bien d'accord. Donc le reste est à zéro, ça veut dire que le nucléaire, on le ramène à zéro. Moi, je pense que je suis d'accord quand on dit de la sobriété, de la sobriété, de la sobriété. Ça, c'est important. La sobriété, c'est extrêmement important. Mais il faut faire attention à ne pas vendre des choses qui soient, à mon avis, pas faciles à atteindre. Ce qui est facile, l'objectif, c'est la neutralité carbone 2050. Je rappelle quand même que la neutralité carbone, c'est simplement faire en sorte que nos émissions de CO2 anthropiques ne soient pas supérieures à ce que la capacité de nos forêts et de notre agriculture sont capables de fixer dans une année, si on prend l'échelle de temps d'une année. Donc là, on est simplement sur de la neutralité, on est bien d'accord. Donc moi, le 100% renouvelable, je veux simplement savoir, c'est pour savoir si on parle bien de la même chose. Alors il y a François Scoutan qui trépigne derrière son écran, on va lui tout de suite donner la parole. C'est un débat, il faut qu'on Oui, comprenne. franchement, je trouve qu'on a le droit d'être ambitieux, c'est pas défendu. On a le droit d'être ambitieux, on a le droit de se dire que la région Nouvelle-Aquitaine peut atteindre 100% d'énergie renouvelable pour sa consommation propre d'ici 2050. C'est tout à fait envisageable étant donné nos ressources. Mais j'ai bien cité le préalable, sobriété, efficacité, économie d'énergie en priorité. Et l'énergie que nous consommerons, nous souhaitons qu'elle soit renouvelable. C'est le scénario Négawatt et on a travaillé avec eux pour pouvoir construire ce scénario. Tout comme votre rapport qu'on peut lire attentivement et tout ce que vous avez dit, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire sur la méthanisation, mais je crois qu'en Nouvelle-Aquitaine, on va encore plus loin dans nos préconisations pour justement faire de la méthanisation vertueuse. Parce qu'on part justement de ce comité scientifique que nous avons créé en 2011, Acclimatera, qui a produit un nouveau rapport en 2018 sur la question de l'agriculture et la question du climat, parce que nous avons mis en place un écosystème qui nous permet justement d'avoir une approche systémique des choses, qu'on s'est battu avec ce Conseil permanent de la transition énergétique et du climat, parce qu'on travaille sur le fait de ne pas mettre en concurrence justement les sols entre l'agriculture et l'énergie. Un sol prioritairement foncier agricole, c'est pour produire de l'alimentation. Si on peut faire des cultures intermédiaires qui nous permettent d'alimenter les méthaniseurs, pourquoi pas? Donc toutes ces questions-là, on les a abordées avec la création de collectifs citoyens que nous accompagnons aussi financièrement pour prendre en main leurs projets de territoire, avec toute cette chaîne vertueuse de la méthanisation. Parce que c'est vrai que parfois, quand je dis on veut ce scénario 100% gaz vert à l'horizon 2050, j'ai l'impression de faire peur à beaucoup de citoyens que je côtoie au quotidien et qui m'envoient des mails et qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en disant « mais on va se retrouver avec des unités de méthanisation partout ». Mais non, il faut réguler tout ça. La méthanisation, ça peut être bien à partir du moment où on alimente le méthaniseur correctement, sans engager de nouveaux transports, à partir du moment où on a des digestats de qualité, sans engager la qualité des sols et des eaux. Tout cela, nous l'avons mis dans notre règlement d'intervention et j'espère, moi j'aurais aimé développer tout ça parce que ça me paraît extrêmement important de créer de la méthanisation, mais vertueuse. Sinon, on fait peur à tout le monde et c'est vrai que je suis en contact avec beaucoup d'opposants à certaines unités de méthanisation et moi je dis qu'ils ont raison de s'opposer parce que quand ils découvrent en se baladant le dimanche à 500 mètres de chez eux une unité de méthanisation sans avoir du tout été associée à sa construction, eh bien je dis que la méthode n'est pas la bonne et c'est inadmissible. Et je dis aux porteurs de projets, aujourd'hui, maintenant, si vous voulez vraiment qu'on atteigne les objectifs qu'on a fixés ensemble au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien il va falloir se mettre autour de la table avec les citoyens, avec les acteurs des territoires, avec les élus et construire ensemble. Et on ne peut pas continuer à s'opposer, on ne peut pas continuer à imposer. Et c'est en ça que je ne parle jamais d'acceptabilité, parce que ça me semble être vouloir faire accepter un petit peu au forceps des objectifs, mais je parle d'appropriation. Le projet, il remonte du territoire. Cécile Prévieux. Oui, alors pour apporter une petite brique à ce débat, bien sûr, il ne faut pas des méthaniseurs partout. Nous, ce qu'on a proposé d'ailleurs à monsieur le député, qu'il a repris dans son rapport, c'est de capitaliser déjà sur aussi les unités de biométhane qu'on a. Aujourd'hui, une unité de biométhane produit à 50% du biogaz, mais à 50% du CO2 également. Et donc, pour pouvoir allier avec de l'hydrogène ce CO2 et produire du e-méthane, donc un gaz synthétique, également un gaz renouvelable,
qu'on peut injecter aussi dans le réseau. Donc on double la capacité de production des unités en place. On valorise ce CO2 qui aujourd'hui n'est pas utilisé. Donc ça, c'est une proposition qu'on pousse. Et avec bonheur, ça a été repris dans le rapport, mais on la pousse également auprès des pouvoirs publics. Ça serait d'aider aussi cette nouvelle filière de gaz renouvelable à émerger. DGEC, hein. Ça fait peur à la DGEC. Oui, mais... C'est un message que je leur envoie à la ministre de l'habitude. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de collectivités qui veulent valoriser leurs boues d'unités de traitement d'eau, hein, les boues qui sont donc des déchets, en faisant de la méthanisation, et qui s'interrogent aussi pour faire de la méthanation, hein, donc avoir une unité aussi de méthanation pour maximiser le gaz produit localement et donc réinjecté et utilisé localement. Donc aujourd'hui, c'est quand même pas mal de projets qui poussent aussi pour avoir aussi ce volet méthane de synthèse. Alors on parlait tout à l'heure effectivement du fait que 100% de gaz renouvelable, c'est un vrai projet de territoire. C'est aussi une vraie idée de la décentralisation de l'énergie. Vous me dites, Cécile Préveux, si je me trompe, parce que dans un système centralisé tel qu'il existe aujourd'hui, le fait de recourir au gaz et notamment la production de méthane de biométhane sur les territoires, c'est aussi une certaine idée de l'énergie, une idée décentralisée. J'imagine que vous, en tant que stockeur, c'est une notion qui vous importe particulièrement. Absolument. Donc nous, on pense que c'est tout à fait conciliable d'avoir un système centralisé qui sera plus le même, plus celui qu'on a sur le gaz naturel, donc plus réduit, et un système décentralisé si on veut vraiment développer les gaz renouvelables. Et par exemple, nos unités de stockage peuvent tout à fait s'inscrire dans les territoires, avoir des connexions et faire de l'alimentation de projets dans les territoires à proximité, sans forcément être relié au grand réseau de gaz ou de transport, ou alors à un réseau plus local ou régional. Donc nous, on est vraiment sur des visions décentralisées, également sur les infrastructures. Et on pense que le niveau de la région, du département ou de la région, est la bonne taille pour pouvoir construire aussi ces systèmes. Jean-Luc Fugit, avant qu'on passe à la question de la structuration de filières industrielles dédiées au biométhane, est-ce qu'il y avait des propositions qui étaient dans votre rapport, en fait, que vous n'avez pas encore évoquées et que vous souhaiteriez évoquer en quelques secondes? Oui, j'ai bien compris. Genre de commande. Alors, je veux simplement rassurer la collègue élue de Nouvelle-Aquitaine. Moi, je trouve très bien, encore une fois, la démarche, et encore une fois, je ne peux que soutenir, mais j'attire l'attention sur le fait qu'il faut faire attention de ne pas oublier ce qui se passe par ailleurs. Moi, je pense que ce qu'on demande dans le rapport aussi, c'est qu'on aborde une bonne fois pour toutes l'ensemble des énergies renouvelables et l'ensemble des énergies tout court. D'ailleurs, je ne parlerai jamais d'énergie propre, ça n'existe pas l'énergie propre, hein, que tout le monde arrête d'en parler, ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, pour la bonne et simple raison qu'il y a le fameux principe de Lavoisier derrière, que j'ai remis en première page de mon rapport. On est bien d'accord, cela n'existe pas. La seule chose que l'on cherche, c'est réduire au maximum les déchets et les effets négatifs. Mais parlons d'énergie plus propre, parlons de mobilité plus propre, comme j'ai souhaité que ce soit dans la loi mobilité. J'avais inscrit par voie d'amendement qu'on parlait de développer des mobilités plus propres quand j'étais rapporteur de la loi, et non pas de développer des mobilités propres, puisque les mobilités propres, ça n'existe pas. Alors, là, la proposition, c'est cette analyse en cycle de vie. Je trouve que ça manque vraiment. Je me suis beaucoup battu pendant la loi mobilité pour faire en sorte qu'on essaye de ne pas oublier, notamment pour le biogaz, la démarche ACV. C'est un véritable combat, je le dis très clairement, en tant que parlementaire qui travaille sur le sujet. Je suis ça de près. Et vous savez que d'ici 2023, on doit avancer au niveau européen là-dessus. Et moi, je vais continuer à suivre ceci de près. Et d'ailleurs, dans le rapport d'évaluation 6 mois après de la loi L'Homme, j'ai fait la proposition de refaire une évaluation dans 6 mois de la loi parce que j'étais insatisfait de comment ça avance dans le pays. Et donc, je l'ai mis dans les propositions, il faut qu'on soit bien meilleur en analyse de cycle de vie. Et d'ailleurs, si vous le faites, faites-le pour des énergies telles que les énergies éoliennes terrestres. Eh bien, ça pose question. À un moment donné, il faut avoir le courage, c'est ma proposition numéro 17 dans le rapport, j'y suis allé franco, hein. La proposition est argumentée, c'est pas une proposition comme ça pour se faire plaisir, c'est pas le café du commerce, hein. Simplement, la proposition est argumentée, il y a un souci avec l'éolienne terrestre. À un moment donné, il faudra se poser la question de ce que ça coûte vraiment par rapport à ce que ça rapporte. Et voilà, l'analyse de cycle de vie, le principe de Lavoisier, c'est des choses évidentes, ça s'appelle le bon sens. Et ce bon sens paysan qui, j'espère, me reste de mes racines paysannes. Alors ça, c'est une proposition importante. Et je voulais aussi rebondir sur l'histoire de la méthanation. Donc je propose dans ma proposition numéro 20 du rapport, qui est extrêmement important. Je crois que la méthanation, en effet, c'est un sujet important. Et
je le relie à la question de la recherche. Tout à l'heure, à la table ronde sur l'hydrogène, on a parlé que la troisième grande axe objectif du gouvernement avec le plan de relance autour de l'hydrogène, la stratégie nationale pour l'hydrogène, il y a l'histoire de la recherche. Moi, je pense que sur le biogaz et sur les énergies renouvelables vis-à-vis du monde agricole, etc., on ne met pas assez l'accent sur la recherche. Et donc, je l'ai dit sur le projet de loi de recherche sur lequel on a voté la semaine dernière, on l'a adopté en première lecture mercredi dernier, je pense qu'on doit faire attention à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Oui, à la recherche à fond sur l'hydrogène. N'oublions pas les autres énergies renouvelables sur lesquelles il y en a des marges de progression importantes. Et la méthanation, qui relie d'ailleurs l'hydrogène avec la méthanisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une autre remarque, une autre proposition aussi, c'est d'intégrer une bonne fois pour toutes. Je ne l'ai pas entendu aujourd'hui, j'étais surpris, je ne vous le cache pas. J'ai entendu personne nous parler aujourd'hui du fait que d'ici le 31 décembre 2023, nous allons devoir trier et valoriser tous les biodéchets que nous produisons, aussi bien dans la poubelle du 16e arrondissement de Paris que dans mon Aveyron natal, ou c'était pour l'accent ça, et que pour donc les citoyens qui habitent dans ma circonscription au sud du département du Rhône. Pour tout le monde, il faudra le faire. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces biodéchets? Eh bien là, je pense que la méthanisation a un rôle important à jouer. Et dans la méthanisation, il y a à avoir de la recherche autour de la micro-méthanisation. Cette micro-méthanisation qui se fait avec des méthaniseurs très petits, 5 mètres cubes, de l'ordre de 5 mètres cubes, c'est la panse de vache à 5 mètres cubes en gros. Et donc ça, il y a des projets de territoire à développer, à la fois en milieu urbain, dans certains quartiers, et aussi dans les milieux ruraux proches des milieux urbains, de manière à voir comment on peut travailler avec les méthaniseurs agricoles qu'il faut développer. D'ailleurs, au passage, tous ces projets de territoire sur le monde agricole, je le dis dans le rapport, l'idée c'est de faire passer cette ruralité d'une ruralité parfois gémissante à une ruralité beaucoup plus conquérante. Et je pense que les projets de production d'énergie renouvelable en milieu agricole, donc en milieu rural, en associant la population et en associant donc un petit peu ce que propose la Nouvelle-Aquitaine, je pense que ça participera à faire de notre ruralité des acteurs majeurs de notre transition écologique. Et donc c'est une des propositions assez fortes du rapport de dire qu'il faut vraiment mettre le paquet sur les territoires ruraux pour les accompagner et faire en sorte qu'ils soient des acteurs majeurs de la transition. On pourra y revenir, mais je pense aussi qu'il faut faire attention à la complémentarité. On a beaucoup parlé d'hydrogène tout à l'heure, on parle ici de biogaz, on parle parfois de l'électrique, etc. Et on sent des fois qu'on est à la frontière de certains débats. Il faut y aller franco. Tout ceci, c'est complémentaire. Le seul ennemi, ce sont les énergies, pour moi en tout cas, fossiles. Ma vision politique, c'est les énergies fossiles le problème. Combien de propositions dans votre rapport? C'est complémentaire. Juste la dernière petite question, combien de propositions dans votre rapport? Alors, il y a 9 propositions générales qui concernent l'ensemble des énergies et ensuite 11 propositions sectorielles. D'accord. Donc, il y a 20 propositions qui, j'espère, vont servir à quelque chose, et dont certaines relèvent du réglementaire, d'autres du projet de loi de finances et d'autres peut-être propositions de loi ou autres. Enfin, on va voir, il faut les travailler. Il faut espérer qu'à la fin, ça fasse progresser donc, notre transition écologique et surtout, en même temps, notre monde agricole qui en a bien besoin. Parce qu'encore une fois, c'est bien joli de se réjouir d'avoir des agriculteurs, mais encore faut-il leur donner les moyens de se développer et de les accompagner, donc pas toujours les montrer du doigt parce qu'ils utilisent un petit peu de glyphosate. Eh bien, merci pour cet aperçu de vos propositions. Alors, force est de constater que depuis ce matin, on pointe tout le potentiel du biométhane, des gaz verts en règle générale. Pourtant, on est parti quand même relativement en retard, notamment par rapport à nos voisins en Allemagne, même si le développement de la méthanisation là-bas a été longtemps sujet à débat. On voit aujourd'hui que la PPE est relativement peu disante en la matière, qu'a priori, ce n'est pas parti pour s'améliorer dans le temps court. Alors, Aurélie Picard, vous qui travaillez tout particulièrement sur la question de la structuration des filières industrielles, est-ce qu'on est encore en mesure en France, si ce n'est pas déjà fait, d'arriver à structurer une filière industrielle qui fonctionne, non pas pour développer des projets, mais pour développer peut-être le matériel, tous les équipements qui permettent de développer les projets tels qu'on en entend parler quand qu'ils soient portés par des industriels ou par des agriculteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en retard ou est-ce qu'on est en avance? Et si on est en retard, comment est-ce qu'on peut le rattraper? Bonjour à tous, merci pour votre question qui est au cœur du CSF et de son activité. Je voulais également remercier la technique de me permettre de participer malgré l'attente d'un test de Covid qui ne me permet pas d'être présente physiquement.
Donc oui, la question, est-ce que le potentiel industriel de la méthanisation est important? Et c'est la question principale qu'on se pose au sein du CSF, dont la vocation, c'est d'être le pendant industriel de la PPE, c'est de développer l'industrie en France autour de la transition énergétique. Donc, il y a une très grande mobilisation des acteurs du biométhane. Je tiens à la saluer. Vraiment, vous êtes tous très actifs sur le sujet. Et donc, au sein du CSF, on travaille étroitement avec l'État dans une dimension interministérielle sur les différents leviers que l'on peut mobiliser pour développer l'industrie de la méthanisation. On a 2 objectifs clairs, c'est diminuer à la fois les coûts de 30% et également d'augmenter, de structurer la filière industrielle qui déjà existe, que je pense vraiment important à le dire, autour de la méthanisation. Je pense important de donner un chiffre. Aujourd'hui, on a environ 50% du CAPEX des méthaniseurs qui sont à contenu local, c'est 50%. Et sur la partie OPEX, on est plutôt à 90%. Donc, on est vraiment sur les méthaniseurs ont une très forte densité de contenu local, aussi bien dans leur phase de construction que dans leur phase d'opération. On pense toutefois qu'on peut encore faire mieux, on peut faire plus. Et donc, le plan d'action qui a été construit est assez complet, aussi bien sur des questions de financement, sur des questions de prise en compte des externalités positives, des questions également réglementaires, d'innovation ou de supply chain. Je ne vais pas tout vous détailler, je pense important de mettre en avant 2 points plus particulièrement. Tout d'abord, le plus naturel, je dirais, c'est la question d'innovation. On est habitué à parler innovation, il y a beaucoup de financement sur l'innovation habituellement et c'est assez bien intégré dans les travaux qu'on peut mener dans les filières. Et donc, il y a eu un travail important pour lancer, préparer la mise en place d'enveloppes spécifiques pour renforcer la compétitivité du méthane, du biométhane au sein de la filière. Donc, on a mis en place un appel à manifestation d'intérêt et on a travaillé dans chacun des territoires avec l'appui des différentes entreprises et des différentes associations, une sensibilisation au développement de la méthanisation. On a eu plus de 100 réponses. Je pense que moi j'ai été surprise d'un tel dynamisme. Il y a eu 100 projets qui ont été proposés pour faciliter la baisse des coûts, aussi bien des innovations techniques que business model. Et ça répond partiellement à la question sur ce point-là de la PPE, c'est-à-dire que ces questions d'innovation de business model viennent compléter, donner de nouvelles perspectives en inventant des business models innovants qui peuvent permettre de compléter les financements et d'avoir un flux de projets plus important. Donc aujourd'hui, suite à ces réponses, la ministre a annoncé il y a quelques jours le lancement concrètement de l'appel à projet, donc le financement, le lancement de l'appel à projet qui va permettre de financer ces projets, qui doit être cet appel à projet imminent. Le deuxième sujet qui me semble important à souligner, c'est la question des achats. On a beaucoup parlé et travaillé au sein de la filière du contenu local et d'une meilleure connaissance et prise en compte du contenu local dans les appels d'offres que peut émettre la CRE. Donc aujourd'hui, sur le photovoltaïque et sur le solaire, il y a un indicateur qui a été intégré pour qu'on se pose bien la question de comment l'État soutient, mais également comment chacun des grands acteurs industriels achète. C'est un indicateur, c'est non contraignant, mais ça permet de se poser la question et puis d'objectiver, parce que je pense que les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure ne sont pas forcément des chiffres qu'on a naturellement en tête. Donc, ces questions-là pourraient être étendues à la méthanisation, mais on a été plus loin. La crise, en fait, nous a poussé à aller plus loin de manière assez réactive. Donc, suite au déconfinement, on a mis en place des challenges énergie, c'est-à-dire que plusieurs d'entre vous, grands acteurs, acteurs de taille moyenne, vous avez proposé aux acteurs de l'aéronautique, on avait ciblé particulièrement, mais on peut l'étendre à d'autres sujets, des opportunités de marché très spécifiques sur lesquelles vous avez questionné ces acteurs industriels qui ont déjà un outil industriel développé, qui ont des compétences très spécifiques pour savoir s'ils étaient capables de répondre à vos questions d'approvisionnement que vous posiez. On a donc eu 37 opportunités qui ont été identifiées. Aujourd'hui, il y en a 20 qui sont en cours de résolution. Il y a eu une rencontre entre la demande des acteurs de l'énergie et les compétences disponibles dans les territoires
dans des filières qui ont déjà des outils industriels matures. Et donc, on voit bien qu'on complète une approche innovation de moyen terme, là, avec une approche de plus court terme sur des questions d'approvisionnement, et les deux sont importantes. Et en tout cas, on est convaincu que la question de l'achat, les fonctions achats au sein des différentes entreprises sont vraiment des acteurs clés de cette structuration de la filière industrielle et qu'on peut travailler à plus court terme que la question d'innovation traditionnelle et historiquement bien financée aussi bien au niveau national que européen ou régional. Donc cet aspect achat est vraiment un point important et dans le plan d'action qu'on peut avoir sur qu'on a sur la méthanisation, vraiment, l'achat, la supply chain est au cœur de nos travaux. Alors après, est-ce que cela suffit? Ce n'est pas pour autant que c'est simple et que donc on est sûr d'y arriver. Je pense qu'il y a deux points importants à soulever. C'est l'importance de la PPE qui peut vraiment être un outil de développement industriel parce qu'il peut offrir de la visibilité. Et c'est important qu'il offre de la visibilité, qu'il soit stable, qu'il dérisque les projets. Et donc aujourd'hui, nous avons des échanges nombreux sur la nécessité que la PPE joue bien ce cadre de stabilité et puisse être un outil de développement industriel comme il pourrait être. Le deuxième point important, et c'est pour ça qu'on a choisi l'aéronautique, je pense, c'est la question des compétences. Voilà, les compétences, on voit bien, c'est extrêmement important. Si on veut avoir du contenu local, il faut qu'on ait des compétences techniques. On a parlé de la recherche tout à l'heure. C'est essentiel de les avoir, pareil, sur l'innovation, mais également sur l'achat ou sur la production. Il faut absolument qu'on investisse et que collectivement, on renforce la quantité de compétences disponibles pour avoir ce contenu local, aussi bien sur des questions technologiques que sur des questions industrielles. Il faut qu'on puisse faire tourner les usines, il faut qu'on puisse avoir des gens qui innovent en rupture, ou pas forcément en rupture, mais qui aient la technicité pour produire ce contenu local. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est au cœur, qui prend une place croissante dans les travaux qu'on mène. Vraiment, le premier de nos sujets, c'est le contenu local, mais on voit aujourd'hui que sur tous les sujets qu'on traite, au sein du comité de filière, in fine, on arrive sur une question de compétences et qu'il est vraiment nécessaire que collectivement, on y travaille, d'autant que le système a pas mal évolué et qu'aujourd'hui, avec les CFA d'entreprise et l'évolution du monde de la formation, il y a des possibles qui sont ouverts et qui doivent nous permettre de traiter sûrement plus en profondeur ce sujet qui est extrêmement stratégique. De formation, de professionnalisation, de certification. Est-ce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui à la filière et sur lequel il convient de travailler tout particulièrement? Oui, ça paraît une évidence. On est quand même sur une nouvelle filière. On est sur des outils qui sont différents de ce qui existait jusqu'à présent. Donc je pense que pour l'ensemble de la filière, alors pour le monde agricole, c'est pas, c'est comme on parle souvent d'une panse de vache. Et qu'il y a la ration, c'est quelque chose qui est assez naturel dans le monde agricole, de la gestion d'une ration, de la gestion des besoins, de l'astreinte, des choses comme ça, un peu de la gestion des intrants. Donc cette partie-là, je dirais que c'est... Voilà, mais par contre, il y a toute la partie autour du fait que c'est quand même une production de gaz, et avec tous les impacts que ça a, c'est une production un peu industrielle. Donc la filière y travaille déjà, mais je pense que ça fait partie aussi. Mais quand vous êtes en permanence en stop and go par rapport à cette filière, on y va pas, on revient, voilà, ce qui casse la filière amont, mais ce qui se casse aussi l'organisation, parce que on l'a bien vu, là il y a eu pas mal de dossiers en cours. Pourquoi? C'est parce qu'en novembre de l'année dernière, on a dit que les tarifs allaient être revus, qu'on allait limiter, qu'on allait... Alors forcément, ça, quand on dit on va, les gens se sont dit tant que la porte est ouverte, on y va. Et du coup, avec sans doute un peu de précipitation, je crois qu'il faut être clair sur certains projets parce qu'on voulait rentrer dans la porte ou certains voulaient voilà. Ça fait partie, et la profession, on est les premiers. Il n'y aura pas de développement durable d'une nouvelle filière s'il n'y a pas une acceptabilité sociale. Et une partie de l'acceptabilité sociale viendra
de la maîtrise des risques, c'est clair. C'est la maîtrise sur les intrants, sur l'approvisionnement des intrants, c'est la maîtrise du risque du gaz, c'est la maîtrise du risque des digestats. C'est un élément essentiel des digestats. Le retour à la Terre, c'est pareil pour les boues et compagnie. Si jamais un jour on ne maîtrise pas les choses ou si jamais un jour on est un peu laxiste, le premier accident qu'il va y avoir, c'est la fin de la filière. Parce que les gens vont dire pourquoi vous allez remettre sur des terres des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc je pense que tous ces éléments-là, et quand je dis il faut, même pour nous, professionnels agricoles, c'est pour ça qu'on est très proactif sur cette filière. C'est parce que autant on sait que c'est une filière dans laquelle l'agriculture a toute sa place en termes de solutions et de résilience et derrière de revenus, voilà, il faut appeler un chat un chat, autant il faut impérativement qu'elle soit maîtrisée de A à Z par rapport aux contraintes qu'on a en agriculture, qui sont des contraintes qu'on ne remet pas en cause, qui sont des contraintes de qualité sanitaire, voilà, il n'y a pas d'éducation. Mais tout doit être lié. Et je remercie d'ailleurs les gens qui ont initié France Gaz Renouvelable, parce que France Gaz Renouvelable, c'est mettre dans la même association et les agriculteurs, et les réseaux, et le monde du gaz. Parce qu'il faut qu'on trouve les solutions ensemble. Il y a un équilibre à trouver, et dans l'intérêt général. Mais nous, professionnels agricoles, il faut impérativement que ce soit une filière durable, acceptable. Et on revient au territoire, c'est-à-dire qu'évidemment, il faut faire un travail sur les territoires, sur l'intérêt pour le territoire, sur la communication. Il faut raconter une histoire. Et d'ailleurs, dans toute cette transition énergétique, climatique, il faut raconter une histoire aux gens. La vraie histoire, il ne faut pas mentir aux gens. Mais voilà, il faut montrer tout l'intérêt de ces nouvelles filières par rapport aux véritables enjeux que les gens ont envie, le climat, l'environnement, la biodiversité, tout ce que... Mais il faut raconter une histoire. Est-ce que vous avez par exemple eu des opérations concrètes avec des lycées agricoles, par exemple, justement pour faire monter en compétence le monde agricole sur ce secteur-là? Il y a des formations qui sont mises en place, déjà, ça commence. Évidemment, pour moi, ça fait partie d'un cahier des charges quand vous êtes tous des entrepreneurs. Un agriculteur, c'est avant tout un entrepreneur. C'est aussi un citoyen. Donc, j'ai un très bon porte-parole de l'agriculture tout à l'heure, merci. Mais voilà, il faut bien voir ensemble. S'il y a eu autant de projets dans le monde agricole en 6 mois, 1 an, c'est parce que les agriculteurs, vous leur demandez de partir sur un projet, d'être un entrepreneur, ils vont tous vous répondre oui. Si c'est pour se faire taper sur la tête, comme on se fait taper un peu sur la tête en ce moment, dès qu'on ouvre la radio le matin, voilà, forcément, les agriculteurs sont aujourd'hui tétanisés. Sur le terrain, il y a un moral à zéro, pour des raisons économiques, climatiques, mais aussi pour des raisons de ne pas comprendre ce qu'est l'agriculture et le besoin d'innovation, de transition et d'entrepreneuriat en agriculture. Mais on le voit très bien, dès qu'il y a des projets, les agriculteurs sont là. Et par contre, on vit avec un cycle long, donc ça, il faut quand même aussi l'intégrer, c'est-à-dire que nos cycles sont annuels, ce n'est pas des cycles éventuellement d'entreprises autres. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut intégrer. Mais moi, je ne suis pas inquiet de l'engagement des agriculteurs dans ces nouvelles filières et de leur volonté de professionnalisation. Les agriculteurs ont souvent plusieurs métiers, entre le végétal, l'animal et tout ça. Un bon éleveur, c'est un éleveur qui, techniquement et au niveau sécurité et autres, est bon. Il n'y a pas de secret, c'est comme dans toute entreprise. Pour gagner de l'argent, il faut déjà être bon, quoi. Ça fait partie du... Et quand je dis bon, c'est bon dans la production, c'est bon dans le... Même on parle de bien-être animal, mais le bien-être animal, c'est une des premières vertus de rentabilité de l'élevage. Donc voilà, tout ça, c'est lié. Cécile Prévieux, est-ce que vous, chez Storengy, vous êtes également confronté à cette problématique de la professionnalisation, de la mutation des compétences? Et comment est-ce que vous en emparez? Alors absolument, nous sommes rentrés l'année dernière dans la production de biométhane en tant qu'infrastructeur gazier, donc c'est une filiale. Et effectivement, on a un peu découvert aussi cette profession et le fait qu'on pouvait apporter beaucoup en matière de compétences gazières. Donc une installation de biométhane, c'est une ICPE, une installation classée pour l'environnement, donc à un certain nombre de contraintes. C'est aussi soumis à des agréments sanitaires. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, on parle d'incidents. On en a eu un en Bretagne. Donc voilà, sans faire de mystère, c'était une de nos centrales où on a eu un problème de déversement de digestat. Donc aujourd'hui, les équipes de Storengy sont à pied d'œuvre pour essayer, avec les équipes d'exploitation des unités, de remédier à ça, de passer en revue tous les processus. Donc ça passe par l'amélioration de la conception, ça passe par de l'amélioration de l'exploitation-maintenance aussi, procédures de sécurité, la formation. Mais on sait que ça va être long et on veut aider aussi la profession à monter en compétence là-dessus. On veut proposer un minimum de sécurité sur ce type d'installation. Et c'est vrai que ça va être un travail dans la durée. Donc moi, je vois tout l'intérêt justement que les compétences gazières soient aussi en support
de cette filière. Ça sera évidemment jamais des installations Céveso, et heureusement, mais on a besoin aussi de se serrer les coudes et d'essayer de remonter les standards à un minimum, je l'ai dit, ce ne sera pas un maximum, mais pour redonner confiance et pour que les populations qui habitent autour, et les riverains, mais aussi les communes autour, soient sécurisées et sereines et également acceptent de nouveaux projets, bien sûr, puisque ça permet aussi de continuer le développement sur cette filière. Alors, comme il nous reste encore à peine 2 minutes pour le temps qui nous est imparti pour cette table ronde, j'ai juste une question qui est en face de moi. Alors, on va vous amener un micro. Voilà, Patrick Wallier, GNT Management. C'est une question sur l'exemple que Cécile Prévieux avait donné, qui me semble assez génial, de la synergie entre l'hydrogène fatal, 3 stockages en cavité saline et des gens qui sont là pour utiliser dans une infrastructure portuaire ou équivalente. La question est la suivante, c'est quid si l'hydrogène n'avait pas été fatal, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'un tel projet soit rentable, parce qu'il y a quand même des coûts qui me semblent, vous pouvez me dire le contraire, assez importants pour convertir un stockage et ses compressions, parce qu'ils ne sont pas faits pour traiter de l'hydrogène. Et 2, admettons qu'on ait à nouveau un projet avec de l'hydrogène fatal, quid de l'impact de soustraire 3 stockages souterrains de la contribution à la pointe gaz. Et si on devait généraliser ce genre de projet, est-ce qu'on n'aurait pas à terme un problème de ce que l'on dit être la complémentarité du gaz par rapport à l'électricité, c'est-à-dire une contribution à la pointe? Alors, sur nos projets de stockage d'hydrogène, il s'agit de cavités qui ne sont pas utilisées pour le gaz aujourd'hui, donc qu'on devait développer. Mais aujourd'hui, les capacités de stockage gazier ont été régulées par une loi française. Donc nous sommes limités à un certain nombre de volumes de gaz en contrepartie d'une régulation récente de l'activité. Donc les capacités qu'on prévoit aujourd'hui de mettre à disposition sur de l'hydrogène pur sont des capacités supplémentaires et donc préservent, on va dire, ce qui est nécessaire en termes de sécurité d'approvisionnement gazier. Donc là-dessus, il n'y a pas de conflit. Par contre, c'est évidemment une activité qui n'est pas régulée, qui se développera avec des contrats long terme, avec des clients et des gens qui sont prêts à payer pour la production et du stockage et donc la disponibilité d'hydrogène. Donc voilà, ça c'est pour une partie de la question. Ensuite, sur l'hydrogène coproduit, il y a des sources d'hydrogène coproduit, donc compétitives sur le territoire français. Et là-dessus, je rejoins les débats de la précédente table ronde en disant il y a aussi la question de la compétitivité d'une filière. Commençons aussi avec cet hydrogène qui est plus compétitif, d'autant plus s'il est produit dans les territoires et qu'il peut être réutilisé. Donc on est vraiment sur une action circulaire. Et donc du coup, privilégions aussi cette énergie-là. Ensuite, on a également l'hydrogène vert qui est un peu plus cher. Mais là, j'ai envie de dire que la rentabilité de l'hydrogène vert, elle sera faite aussi avec la capacité de production. On voit bien que quand vous augmentez la taille des électrolyseurs, vous faites réduire le coût de production de l'hydrogène. Et il y a évidemment le prix de l'électricité, on l'a dit, c'est 80% du prix de l'hydrogène lorsqu'il est produit par électrolyse. Donc le prix de l'électricité est majeur en fait dans le coût et la compétitivité de l'hydrogène. Voilà, donc ça renvoie aussi à la compétitivité des énergies renouvelables sur le territoire français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi une filière bas carbone en France qui se développe, avec aussi du mix nucléaire, et pas du 100% vert, 100% solaire ou éolienne, qui permet d'avoir un prix d'électricité plus compétitif que si on était 100% renouvelable. Merci Madame Prévieux. Alors il est 17h, c'est la fin du temps qui nous était imparti pour cette table ronde. Je suis désolé, on va être obligé de l'interrompre. On aurait pu continuer effectivement largement donc, les débats. On a à peine touché la question de l'acceptabilité. Je vous invite notamment, parce que vous avez plusieurs fois mentionné le monde de l'éolien. Apparemment, vous ne les portez pas dans votre cœur ou pas totalement. Moi, je vous invite quand même à aller les consulter parce qu'ils ont beaucoup d'expérience en la matière. Je ne vous dis pas de reproduire le modèle éolien, je vous dis juste d'aller... voilà. Je demande à avoir 20 secondes de droit de réponse par rapport à ce qu'on vient de dire. Moi, je suis un parlementaire, je suis aussi un scientifique, je raisonne de manière aussi extrêmement sérieuse et rigoureuse. Je n'ai absolument rien contre l'éolien. Je dis simplement qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de se mettre sur la table ce que coûtent les choses et ce qu'elles rapportent.
Donc je n'ai pas l'histoire que je porte à mon cœur ou pas dans mon cœur, etc. Ça n'a strictement rien à voir. Moi, je suis originaire du département de l'Aveyron. Il y a 7-8 ans, c'était le département qui avait le plus d'éoliennes. À un moment donné, l'éolienne terrestre a correspondu à la nécessité de faire quelque chose pour les énergies renouvelables. Et sans les éoliennes terrestres, on n'aurait pas autant avancé. On n'a pas parlé de l'agrivoltaïsme, hein, c'est dommage, parce qu'on n'est pas là pour ça, certes, mais c'est lié avec le gaz, on pourrait voir. Et ce que je veux dire par là, c'est que l'éolien offshore, c'est très bien. Je vous dis simplement que ce que j'explique dans le rapport, et après avoir consulté beaucoup de personnes, et pas avoir, c'est pas une histoire de, c'est pas une impulsion comme ça, c'est pas une, voilà. Simplement, c'est de dire qu'à un moment donné, si je fais une analyse, un cycle de vie objectif des choses, eh bien, on peut se poser la question du financement public, d'argent public, parce que moi, c'est l'argent public qui m'intéresse, des éoliennes terrestres. Et je pense que cet argent public serait mieux utilisé à développer la méthanisation et l'agrivoltaïsme. Mais je n'ai rien contre les gens de l'éolienne terrestre, je les respecte parfaitement. Alors, mon propos, c'était juste de vous dire, je vous invite à les consulter parce qu'ils ont beaucoup travaillé sur les notions d'acceptabilité, de participation du public aux capitaux. Voilà, et ben écoutez, c'est parfait, alors on s'est compris. Merci à vous tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci mesdames qui étiez à distance par Zoom. Je sais que ce n'est pas forcément évident d'échanger aussi naturellement que si vous étiez sur place, mais merci d'avoir pu être avec nous. Je pense qu'on peut les remercier. Et effectivement, une petite photo avant qu'ils ne quittent l'estrade. Merci à vous tous. À bientôt. Et j'accueille tout de suite Geoffroy Roux de Bézieux, donc président du MEDEF, ainsi que Patrick Pouyanné, président et directeur général de Total, pour la dernière séquence de cette journée. Donc, séquence intitulée Regard croisé autour de la transition énergétique et écologique. Installez-vous comme vous le souhaitez, messieurs. Merci à vous d'avoir pu vous libérer pour être avec nous aujourd'hui. Je vais tâcher de ne pas abuser de votre temps. Néanmoins, l'idée, c'est d'avoir votre témoignage ô combien instructif donc, sur les questions que j'évoquais de transition énergétique et écologique. Donc, si vous le permettez, je vais vous poser quelques questions à l'un et à l'autre, tour à tour, sur des thèmes aussi variés donc, que la transition, la taxe carbone, la souveraineté, et bien évidemment, c'est le sujet du congrès d'aujourd'hui, le plan de relance. Pour commencer, Patrick Pouyanné, la question de la transition énergétique qui vous concerne bien évidemment tout particulièrement chez Total. Vous avez récemment annoncé des objectifs en matière de réduction d'impact climatique. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler d'une part et puis nous dire comment est-ce que du coup Total se positionne par rapport à ses concurrents majors pétrogaziers sur la scène internationale? Bien, bonjour à vous tous. Bon, j'enlève mon masque, parce que sinon, oui, alors effectivement, je ne vais pas y arriver. Je ne vous l'ai pas dit, vous avez cette possibilité. J'ai le droit. Il n'y a personne en face de moi, donc ça va. C'est parfait. Je sais bien que... bien, bonjour à vous tous. Première fois que je viens au congrès du gaz. Merci de m'y avoir invité. En général, Philippe Choquet me dit, mais non, on n'y va pas. Mais comme en fait, l'ambition, il veut garder pour lui, mais il a raison. Mais comme je lui ai dit, président d'Eurogaz, il peut faire plein de choses. Vous l'avez vu cet après-midi. Non, j'ai souhaité venir parce qu'effectivement, le gaz fait partie de l'ambition climatique du groupe Total. Et j'ai l'occasion de le réaffirmer. Je sais qu'il peut y avoir des débats, qu'on met tous les fossiles, les machins, tout ça ensemble. Mais comme m'a dit bizarrement le Premier ministre récemment, finalement, je comprends. Le pétrole, c'est l'hydrocarbure. Le gaz, c'est différent. Je dis voilà, le gaz, c'est différent. Et surtout, sans le gaz, je peux vous garantir... Vous ne le répéterez pas. Sans gaz, je vous garantis qu'on ne va pas arriver à faire cette transition énergétique, et notamment dans les pays émergents. Bon, l'ambition de Total, Total, on est clairement au cœur de challenge. D'un côté, vous avez une demande d'énergie qui croît, parce que la population croît, parce que le niveau de vie sur la planète croît. Donc il y a un challenge de demande d'énergie. Et en même temps, il faut régler cette question du changement climatique. C'est un sujet majeur, on ne peut pas dire on ne va pas y arriver. Il faut se donner les moyens d'y être. Face à ça, il y a une évolution des marchés de l'énergie. Et donc nous, on est au cœur de cela, et la question qui est une question de moyen et long terme, mais qui est pour nous une question, je dirais presque existentielle, qui est qu'est-ce qu'on va devenir, comment on se transforme. Donc maintenant, je vais utiliser le mot transformation de Total, puisque profondément, notre modèle, il se veut un modèle qui doit évoluer comme le mix énergétique de la planète, c'est-à-dire un mix à la fois de gaz et d'électricité. Le pétrole a encore sa place, mais il aura moins de place. Et en gros, à horizon de 10 ans, ça veut dire quoi? C'est que là où l'année dernière nous vendions, je parle de vente, 55% de produits pétroliers, 40% de produits gaziers et 5% d'électrons, dans 10 ans, on vendra 35% de produits pétroliers, 50% de produits gaziers et 15% d'électrons.
Voilà ce qu'on veut faire en 10 ans. Ce n'est pas à l'horizon 2050. Alors ça s'inscrit dans un chemin, puisqu'on a pris des engagements vis-à-vis du climat au début mai, malgré le Covid, parce que tout ça, c'est encore une fois fondamental. On a dit qu'on viserait la neutralité carbone à l'horizon 2050, ensemble avec la société, parce qu'on ne peut pas le faire partout tout seul. D'abord parce que la neutralité carbone, il y a une demande, il y a des clients, et que ce n'est pas parce qu'un producteur décide que lui va produire ce qu'il veut que les clients vont nous suivre. Donc il ne faut quand même pas... Je sais bien qu'on fait porter sur les producteurs beaucoup de responsabilités, mais ça ne marchera pas si la société, les clients ne le font pas. Nous, producteurs, on a pris un premier engagement, c'est sur nos émissions de producteurs d'énergie. On va les rendre neutres en carbone. C'est ce qu'on appelle le scope 1 plus 2. Ça fait à peu près 50 millions de tonnes. On le ramènera à zéro. Net, parce que pour le ramener à zéro, il faudra qu'on y contribue par des puits de carbone, sinon par nos propres technologies, on n'arrivera pas à les ramener à zéro. Mais ça, c'est le premier engagement. Objectivement, il y a tous les moyens d'y arriver. On a mobilisé nos équipes, je vois à peu près le chemin pour le faire. Le deuxième engagement, il est sur ce qu'on appelle, il concerne aussi nos clients, c'est ce qu'on appelle le fameux scope 3, les émissions de nos clients en fait, puisque je vous rappelle que le scope 3, juste quand même rappeler le débat, lorsqu'un avion vole, il utilise du kérosène, il va émettre, disons, 1 million de tonnes. Ça, c'est du scope 1 pour Air France, parce qu'il appartient à Air France, l'avion. Mais c'est aussi du scope 3 pour moi. Mais c'est aussi du scope 3 pour Airbus et c'est du scope 3 pour Safran. Enfin, juste pour... Donc, le scope 3, il ne s'ajoute pas. Il n'est pas additif du tout. Je sais bien qu'on me rend responsable de tout, mais je me considère comme responsable. Mais je le partage avec d'autres, alors que les scopes 1, ils sont complètement additifs. Donc, si chaque compagnie réglait son problème de scope 1 et 2, alors simplement, il y a des gens qui sont les individus dans la rue, donc qui ne sont pas responsables de leurs copains. Il faudrait peut-être leur en rendre responsables un petit peu aussi, d'ailleurs, les gens qui sont dans la rue. Donc, du coup, on nous le redonne à nous. Mais non, juste pour... mais quand même, ce scope 3, il est là. Et donc, on a dit, l'Europe a décidé d'être neutre en carbone, globalement. Donc, Total s'engage à la neutralité carbone sur l'Europe, pour son scope 3 européen. Et pourquoi ? Tout simplement, je ne veux pas aller contre la société. Si les gouvernements et les politiques européennes se mettent en place, je devrais les accompagner. Donc, c'est un engagement très fort. C'est 60% de notre scope 3. Et donc, ça veut dire que pour l'avoir réduit de 100% en 50, il va falloir que dès 2030, et la trajectoire que je vous ai donnée va nous permettre sur l'Europe de le réduire en gros de 30%, ce qui est un énorme impact. Mais ça veut dire qu'on va faire évoluer les ventes parce que nos clients vont avoir une demande différente. On fera du volontarisme, on va accompagner nos clients. Donc voilà. Et puis, dernier point, on a un autre engagement en intensité carbone à l'horizon 2050, de réduire globalement, mondialement, nos émissions en intensité de 60%. Donc voilà, donc il y a des objectifs concrets, mais plus important que ça, ça veut dire que profondément, la stratégie du groupe bouge et se transforme, puisque la société, nous allons produire de plus en plus d'électrons, notamment verts. Et je l'ai dit récemment, le but, c'est d'être dans ce monde-là, un des plus 5 dans le top 5 mondial. Donc l'argent qu'on va y consacrer, parce qu'on est aujourd'hui dans le top 5 du pétrole et du gaz, on sera dans le top 5 de l'énergie, y compris les énergies renouvelables. Vous entendrez jouer effectivement votre rôle pleinement. Merci pour cet éclaircissement. Alors, pour vous, Geoffroy Roux-de-Bézieux, vu que vous représentez les entreprises de tout secteur d'activité, j'élargis un peu la question de la transition à la transition écologique. Comment est-ce que le MEDEF s'empare de cette question ? Quels sont les engagements, voire les actions que vous avez prises ? Alors, moi, je vais faire comme Patrick qui m'a libéré. Je vais pouvoir enlever mon masque. Je l'en remercie. Et l'autre, Patrick, merci de m'avoir invité. Alors, je me sens un peu quand même le béotien de la salle devant des experts en matière d'énergie, donc je vais peut-être dire des bêtises et vous m'en excuserez un peu. Rassurez-vous, j'ai ouvert le bal tout à l'heure en posant une question qu'il ne fallait pas poser. Ça a fait rire tout le monde. Je ne sais pas ce que je vais dire, mais on verra. Alors nous, une fédération professionnelle, elle est forcément un peu en arrière de la main par rapport aux entreprises. Les entreprises, elles sont, Patrick vient de le dire, stimulées par leurs clients, par leurs actionnaires parfois, par leurs salariés au quotidien. Et forcément, quand on est dans l'interprofession, on a un peu un effet retard. Mais on a pris aussi ce tournant peut-être un peu plus tardivement que les entreprises. Il faut arriver évidemment dans une interprofession à un consensus entre différentes fédérations qui, quelquefois, peut arriver, n'ont pas tout à fait la même vue sur le mix énergétique, sur d'autres sujets. Mais on a pris ce tournant. D'abord, on a adopté une raison d'être. Vous vous souvenez du débat qu'il y a eu entre nous sur est-ce que les entreprises ont une raison d'être ou pas. Bon, c'est un peu symbolique, mais je pense que le temps de Milton Friedman est passé. Le profit est la raison d'être des entreprises, parce que c'est la raison de leur survie. Mais on ne peut pas se désintéresser des parties prenantes, des externalités. Donc, on s'est engagé là-dedans. Très concrètement, ça veut dire quoi ? C'est qu'on participe à 2 grandes coalitions. Le French Business Climate Pledge, donc maintenant 150 entreprises
qui ont pris des engagements en matière de climat, qu'elles renouvellent tous les ans, qui sont monitorés très précisément. Et puis Act for Nature, alors tout ça c'est en anglais, bon je ne sais pas pourquoi, mais probablement pour des raisons internationales. Et ça c'est la biodiversité, c'était un peu le même principe, c'est des grandes entreprises. L'autre volet qui est plus compliqué, parce que effectivement les grandes entreprises ne nous ont pas attendus, c'est un peu le volet évangélisation vis-à-vis des PME, des adhérents directs en territoire, qui elles ont bien conscience qu'il faut qu'elles fassent quelque chose, mais qui n'ont ni les moyens, ni j'allais dire parfois les personnes en termes de ressources humaines pour se lancer dans ces transitions. Le plan de relance, on en reparlera peut-être, sera peut-être l'occasion de le faire. On a aussi entamé depuis que j'ai été élu, alors c'est la faute de Patrick Pouyanné, je dois le dire, parce que quand j'ai été le voir, je me souviens plus, enfin il y a 2 ans, il m'a dit, je ne sais pas si je peux le dire, enfin je vais le dire quand même, qu'il avait plus de monde dans sa direction ONG que dans sa direction organisation syndicale. Et nous, c'était pas du tout ça. Nous, on avait beaucoup de monde au social et personne côté ONG, pas grand monde côté ONG. Donc on a recruté et surtout on s'est mis à rencontrer toutes les ONG. On est même allé voir, enfin on essaie de venir d'ailleurs Attaque ou des gens qui sont quand même pas très très sympas avec nous. L'idée étant pas de les convaincre, mais l'idée étant de faire une acculturation réciproque, qu'eux écoutent ce qu'on avait à dire. Et que nous, évidemment, on ne soit pas non plus fermés. On est en train de faire la même chose. Alors là, c'est plus compliqué avec la Convention citoyenne pour le climat, pour essayer de les faire, de les mettre en prise avec la réalité du monde. Voilà, j'essaie de trouver des mots. Oui, il y a du boulot. Converger les avis, pourrons-nous dire. Hein. Oui, j'essaie de trouver. Je fais un peu de politiquement correct, mais il faut des utopistes dans la vie. Mais il faut Disons aussi. Que ce sont 2 réalités qui s'affrontent. Oui, on peut dire ça comme ça, si vous voulez. Enfin bref, bon, vous voyez à peu près ce que je veux dire, globalement. En tout cas, c'est le sujet numéro 1 du MEDEF, en réalité, même si c'est peut-être pas ça qui transparaît dans l'actualité, parce qu'on est face, peut-être ma conclusion, les entreprises ont fait face depuis 200 ans à beaucoup de révolutions industrielles. Mais à chaque fois, elles étaient sur un pan d'activité. Elles faisaient disparaître, en gros, c'est Schumpeter, hein, un morceau d'une technologie, donc les diligences, les paquebots, etc. Là, c'est totalement transverse. Le montant des investissements qu'on doit faire est totalement hors norme. Et l'horizon de transformation est aussi très au-deçà de l'horizon traditionnel du capitalisme. Donc ça ne peut être que finalement l'obsession du MEDEF matin, midi et soir. Très bien. Bah, écoutez, en plus, je profite de votre propos pour rebondir sur le fait que mercredi, j'animerai une conférence justement liée à Act for Nature, donc pour les premiers résultats de l'opération, donc sur laquelle vous êtes engagé. Autre donc jeu de questions concernant la taxe carbone, respectivement intérieure et internationale, hein, toujours ce double prisme énergéticien d'un côté et généraliste de l'autre. Avec vous, Patrick Pouyanné, donc la taxe carbone s'est arrêtée donc en fin 2018 à 44 €. Faut-il poursuivre sa progression et à quelles conditions? On a parlé de la taxe carbone française. Intérieure, oui, bien sûr. Bon, je pense qu'il est assez clair qu'il faut une tarification du carbone. Ce n'est pas le seul outil pour faire la transition énergétique. On ne peut pas s'en remettre au nom d'un libéralisme béat à dire s'il y avait une tarification du carbone, tout est réglé. Parce qu'il faut aussi des soutiens à l'innovation technologique. Donc une politique publique ne peut pas se résumer à la tarification du carbone. Mais indiscutablement, le signal prix est quand même important. La meilleure démonstration, vous le savez, c'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, où les Anglais ayant combiné l'ETS et une taxe de 20 livres, eh bien, le résultat, c'est que tout le système électrique anglais a shifté du charbon au gaz et au renouvelable. Donc, on sait qu'un signal prix, en gros, de l'ordre de 40 €, ça peut fonctionner. Les Anglais l'ont démontré. Bon, l'ETS n'est pas encore à ce niveau-là en Europe. Il est à peu près 20-25 €. Donc, il n'a pas encore cet impact. On le voit bien d'ailleurs en Allemagne et en Pologne, il ne fait pas encore shifter le système, mais on n'en est pas très loin, donc indiscutablement. Simplement, une tarification du carbone, d'abord, il faudrait qu'elle soit un peu prévisible. Moi, je milite plutôt pour... Je sais pas, alors je sais bien qu'on m'explique fiscalement, blabla, on ne peut pas, mais enfin, un tunnel, ça serait pas mal pour essayer de cadrer le truc, montrer que progressivement, il y aura un plancher progressivement, ça serait idéal même pour les investisseurs. Et puis ça pourrait rassurer les gens, y compris par le haut, des industriels qui ont peur de se faire taper dessus. Donc il y a beaucoup de débats. Alors après, l'expérience a démontré qu'il y a 2 problématiques qui sont liées à ça. C'est qu'on ne peut pas simplement croire qu'on peut augmenter des taxes
sans l'expliquer aux gens et sans leur dire ce qu'on fait de l'argent. Enfin, je veux dire, ça me paraît en démocratie la moindre des choses. Donc on a vu le mouvement des Gilets jaunes chez nous. Moi, la solution me paraît assez simple. Et d'ailleurs, il y a Total soutient un mouvement de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a beaucoup de prix Nobel aux États-Unis qui militent pour une tarification du carbone en disant si on prélève une taxe carbone proportionnellement à la consommation, mais qu'on redistribue le montant de cette taxe, on redistribue par nombre d'habitants, c'est-à-dire vous donnez à chaque individu le même chèque énergie, eh bien c'est très redistributif parce qu'en fait, il se trouve que les gens qui ont un peu moins de moyens financiers consomment moins d'énergie que ceux qui en ont plus. Donc, vous pouvez avoir un élément vertueux parce que le chèque énergie, vous pouvez le faire en sorte que les gens vont l'investir dans quoi ? Dans isoler leur logement ou changer leur chauffage au fioul, etc. Donc, vous pouvez créer un mouvement vertueux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire mettre une taxe carbone dans un prix de l'essence qui est un foutoir, croire que les gens ne vont pas s'en rendre compte et puis alimenter le budget de l'État et les déficits, ça, naturellement, à la fin, vous avez les gens en colère. Mais parce que malheureusement, le prix du pétrole est remonté, puisque ça marcherait que si en permanence le prix du pétrole baissait, mais ça ne sera pas le cas. En tout cas, il bouge, il monte et il descend. Donc je pense que la première leçon, c'est l'acceptabilité sociale, qui suppose des systèmes transparents et redistributifs. Voilà ce que je pense. Puis la deuxième condition, on le voit en Europe, c'est qu'il faut faire attention à ne pas croire qu'une région du monde peut faire de la taxe carbone si les autres autour ne le font pas. Donc, le fameux débat sur le mécanisme frontière, sinon vous allez délocaliser. Je veux dire, donc il y a un deuxième sujet. Mais il ne faut pas dire... Donc moi, je prône il faut une tarification du carbone. Je crois qu'il faut qu'elle soit progressive. Il ne faut pas faire peur aux gens en leur disant 100, 200, on y arrivera peut-être un jour, mais pas croire que c'est le seul instrument. Et puis, encore une fois, la transparence et assumer les conséquences de ce qu'on fait. Pas la cacher. Voilà un peu le débat, comment je le reprendrai. Je vois que l'Europe essaye de le reprendre par le côté mécanisme d'ajustement aux frontières, mais enfin, à mon avis, on va voir où on va atterrir à la fin. J'ai vu que le président Xi a annoncé que lui aussi veut être neutre en carbone en 2060. Je pense que le débat va être intéressant. Je suis convaincu d'ailleurs qu'il annonce ça, juste pour dire à ceux qui voudraient le taxer, vous ne pouvez pas me taxer plus que vous, puisque j'ai pris quasiment la même ambition. Donc ça va être un débat complexe. Mais oui, il faut des éléments de tarification. Et alors, pour le gaz, si on considère que la première chose à faire sur la planète, je lisais le discours d'Emmanuel Macron aux Nations Unies cette année, la première chose, c'est arrêter de financer le charbon et arrêter de sortir le charbon. Le gaz est le parfait substitut au charbon. Et là, il nous faut 40 ou $50 la tonne pour y arriver. Donc les gaziers que vous êtes, oui, il faut militer. Et encore une fois, ça ne fera pas peur à grand-chose. Les clients peuvent absorber une taxe de ce niveau-là sans qu'il y ait la révolution dans le pays, quoi. Alors vous avez déjà un peu abordé le sujet. Effectivement, c'est la question sur laquelle je voulais vous interroger. Celle de la taxe carbone aux frontières. Est-ce que c'est un projet réaliste ? Si oui, à quelles conditions ? Je reviens juste en arrière. Donc, nous aussi, au MEDEF, on pense qu'il faut un prix du carbone, il faut un signal prix pour investir. Ça n'a pas été non plus une mince affaire, puisque forcément, c'est les clients qui le payent. Donc, les clients industriels, il y a encore quelques années, étaient moins favorables. Là, maintenant, il y a un consensus intra-MEDEF, intra-économie française, sur il faut un prix du carbone intérieur. Et alors, sur le MAC ou la taxe carbone aux frontières, là aussi, on a progressé. On est maintenant... relativement, en tout cas en France, le patronat français pour. Là aussi, c'est compliqué parce que si vous taxez l'acier, turc, enfin je sais pas s'il y a beaucoup d'acier turc, les fabricants d'automobiles qui importent des tôles vont vous dire vous êtes gentil, moi ça me. Donc il a fallu du temps pour atterrir sur ce compromis qui peut paraître évident maintenant, mais qui a été dur à accoucher. Alors oui, donc le patronat français, le MEDEF est pour, les Italiens sont pour, les Allemands commencent à être pour. Donc on a Patrick Pouyanné fait l'amour. Le patronat allemand est quasiment convaincu. Bon, on verra la prochaine fois qu'il y en a, mais ils sont un peu moins contre qu'ils étaient. Je vais être peut-être un peu plus nuancé. Mais il y a encore en tout cas Business Europe n'y est pas favorable, en tout cas n'a pas trouvé le consensus. Et très clairement, il y a une césure assez forte entre certains pays qui ont une économie plus charbonnée ou carbonée, donc typiquement la Pologne, mais aussi les petits pays importateurs. La Slovénie, c'est un pays formidable. Les deux premiers du Tour de France. Donc je ne sais pas ce qu'ils importent comme substance. Enfin, bon, c'était un petit commentaire personnel au passage, mais bon. Mais pour être sérieux, ils produisent assez peu de matières premières, donc ils ne voient pas pourquoi on taxerait l'acier, le ciment, etc., etc. Donc on est face à un blocage politique et je suis assez sceptique sur les chances d'aboutir, même si ça fait partie du programme de Ursula von der Leyen, à un MAC ou un MIC, je ne sais plus, il y a les deux appellations, généralisées. Donc qu'est-ce qui reste ? Il reste probablement la solution de commencer par des matières premières très carbonées, donc typiquement ciment, acier,
aluminium. Et alors là, évidemment, c'est un séisme politique en Europe de le faire par club de pays. Mais l'Europe ne s'est pas construite comme ça, quoique quand on réfléchit bien aux origines de l'Europe, la CECA, c'était bien un club de pays autour de l'acier et du charbon. Donc, mais évidemment, aujourd'hui, on dirait aux 27, voilà, on n'est plus 27, on est 6 sur l'acier, 12 sur le ciment et 13 sur l'aluminium. La lecture politique qu'on pourrait faire sera compliquée. Mais je pense que c'est la solution, c'est-à-dire de sortir de cette idée que tout ce qu'on fait en Europe, c'est l'unanimité et c'est équivalent pour tout le monde. Sinon, on n'y arrivera pas. En tout cas, le MEDEF est derrière ce mécanisme. C'est la seule solution, je pense, pour rester compétitif. Sinon, on aura la double peine, c'est-à-dire qu'on n'aura plus d'emplois dans notre pays, plus d'emplois industriels, et on n'aura pas sauvé la planète pour autant, puisque... Et puis, je rebondis sur ce qu'a dit Patrick sur la Chine. Je pense qu'effectivement, on va rentrer dans une espèce de compétition de système et que les Chinois n'ont pas du tout l'intention d'être les pollueurs de la planète. Loin de là, au contraire. Ils sont dans cette compétition-là aussi, d'une autre manière, bien sûr, mais ils y sont aussi. Et le Jean, quand je crois surtout que le signal du président Xi est majeur. Bon, c'est une bonne nouvelle pour le gaz, d'ailleurs, au passage, puisque pour neutralité carbone de la Chine sans gaz, alors là, je ne sais pas comment il fait. Mais surtout, vous allez le voir accélérer sur tout ce qui est énergie nouvelle, hydrogène et compagnie, beaucoup plus vite qu'encore que nous le monde. Donc je pense que le grand défi, la Chine peut être la grande industrie du XXIe siècle, comme ils l'ont déjà fait depuis d'ailleurs 20 ans, en se saisissant de toutes ces nouvelles énergies et en allant plus vite, plus fort que tous les autres. Et je pense que pour moi, le signal est très fort de ce point de vue-là également de ce qu'il a dit. Donc on verra si on arrive à éviter que tous les électrolyseurs soient chinois, quoi. Ça ne va pas être simple. On en a parlé tout à l'heure, effectivement. Sans taxe aux frontières, on aura du mal. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, leur mix n'est absolument pas le nôtre. Donc il va quand même falloir qu'on atterrisse tous collectivement. Après, c'est une question de volonté européenne, industrielle et écologique. Merci messieurs pour cette question relative donc à la taxe carbone. On va passer à la souveraineté. Alors souveraineté qui est forcément en ce temps de crise Covid plus que jamais d'actualité, puisque ça a clairement pointé le fait que l'outil industriel avait été parti ailleurs. Alors Patrick Pouyanné, on vous a entendu parler il y a quelques mois s'agissant des batteries, qui est un bon exemple effectivement de souveraineté industrielle, du fait qu'il s'agissait d'un Airbus qui allait se crasher. Et pourtant, si, je vous jure, vous l'avez dit. Et pourtant, qu'il ne fallait pas qu'il se crache. Ah, d'accord, effectivement, nuance intéressante. C'est pas tout à fait pareil. D'autant que depuis, vous avez investi massivement dans cette technologie. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? Non, je crois qu'il faut reprendre la genèse du projet qu'on a donc avec PSA porté sur les fonds baptismaux, puisque maintenant la société existe, on a nommé un patron, on l'investit, la première ligne pilote, donc de se lancer dans la manufacturing des batteries. Bon, il me paraissait... Bon, d'abord, tout ça, c'est que tout ça est parti, je le reconnais, d'un assez fort volontarisme politique, et je me méfie toujours des projets qui sont uniquement par volontarisme politique si les industriels ne font que suivre derrière, parce qu'il faut quand même voir les obstacles. Vouloir construire une industrie des batteries en Europe, où les coûts de la manœuvre... Construire des batteries, c'est assez manufacturier. Ce n'est pas des usines. Le coût de la manœuvre a un impact sur la valeur ajoutée, même si c'est pas, on va dire c'est 10%, mais enfin c'est 10%. Et surtout, ce qui me paraissait pas très clair à l'origine, c'est que je ne voyais pas du côté des constructeurs automobiles un vrai enthousiasme pour acheter des batteries européennes, puisque pour eux, ils nous disaient que c'était une commodité, qu'ils achèteraient le moins cher possible. Donc face à cela, moi, entre des constructeurs qui ne me paraissaient pas les clients très, très clairs, et puis je dirais des inconvénients évidents d'un point de vue coût de fabrication, et puis quand même des clients chinois, des fournisseurs chinois coréens en avance, il y avait quand même un cocktail. Nous-mêmes, on avait un atout qui s'appelle Saft, on avait la technologie, mais on n'était pas, et j'arrêtais pas de le répéter, un industriel du mass manufacturing, parce que Saft sait faire plein de batteries, mais plutôt des batteries de pointe, je dirais, mais pas des très grandes séries. Bon, ce qui a bougé entre-temps, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est que PSA s'est vraiment engagé. Carlos Tavares est devenu un projet stratégique. La preuve, c'est qu'il a détaché son directeur industriel de PSA comme patron de la nouvelle société. Donc, c'est quand même, pour moi, ça veut dire que j'avais un partenaire qui s'engageait. On avait eu un long débat, je peux vous le dire, entre nous, sur ton engagement doit se traduire par le fait que tu vas acheter des batteries de la société. Parce que moi, quelqu'un qui me dit le débat, il a réussi dans les 6 derniers mois à se clore positivement. Donc, je sais que PSA non seulement est actionnaire, mais est prêt à acheter des batteries. C'est pas là, donc il y avait un débat de T-Corpé et compagnie qui était quand même pour moi à la fin pour construire, parce qu'on parle quand même d'investir 5 milliards, c'est pas des petites failles, et puis si on veut faire du financement de projet, il faut quand même aller convaincre des banques. Donc il y a eu ça qui a bougé. 2, il y a le fait qu'au niveau européen,
français et allemand, puisque le projet, les États se sont aussi engagés, parce qu'on me promettait à peu près, je vous rappelle que sur 5 milliards, on a demandé nous demandions 1,5, 1,6 milliards de subventions, on en a reçu 1,3. Carlos dit il en manque, je lui dis bah dis donc, moi il ne m'en manque plus parce que 1,3 donc et ça c'est de la vraie argent, 1,3 milliard d'euros, ça veut dire que le projet il est porté par l'Europe qui a approuvé le fait que ça ne serait pas qualifié d'aide d'État parce que d'ailleurs tout ça, c'est pour ça que tout le monde parlait beaucoup mais on est tous un peu prudents, si c'est pour récupérer 1,3 milliard de la France puis après nous faire qualifier d'aide d'État dans 5 ans, enfin, bon. Donc tout ça on a franchi beaucoup d'obstacles, un vrai engagement, engagement qui est concrétisé par le plan de relance, de ce point de vue-là ça nous aide. Et puis, troisième élément, on a beaucoup travaillé, et notamment en rencontrant d'ailleurs, moi j'ai pas mal passé de temps avec le patron de Volkswagen et d'autres, dont on s'est rendu compte que c'est pas de la rocket science. C'est-à-dire que fabriquer des batteries en Europe, nos ingénieurs doivent être capables de le faire. Sachant que PSA amène, lui, la compétence en lean manufacturing, et nous, on a la compétence technologique de lithium-ion. Donc tout ça nous a convaincus à la fin que Total... on va investir dans les 10 prochaines années 500 millions d'euros de capital là-dedans, avec des effets de levier, on va y arriver. Voilà, donc c'est une aventure dans laquelle on est pleinement engagé maintenant. Enfin, on peut hésiter avant, après, une fois qu'on a décidé, on fait. Donc voilà, la prochaine étape, donc on fait cette usine pilote dans le sud-ouest, et avec l'idée qu'à partir du moment où on aura démontré qu'on sait fabriquer les bonnes batteries pour la technologie qu'on veut, avant la fin 2021, on lancera la première grande usine. Donc voilà l'histoire d'une histoire qui n'est pas simple, il ne faut pas croire que ça va être gagné. La concurrence restera là. Bon, le marché est grand quand même. Ce qu'on vise à travers cette société, les capacités qu'on a annoncées, c'est à peu près être capable de fournir 1 million de véhicules, ce qui devrait, à horizon 2030, c'est à peu près 10-12% du marché européen. Donc il y a de la place pour d'autres. Maintenant, à nous de relever le challenge. Je pense que chez Total... Pourquoi enfin nous avons franchi le pas, c'est que ça correspond aussi à la feuille de route qu'on se donne. Il y a une révolution de la mobilité électrique. Et nous avons décidé de la prendre par tous les bouts, le bout des batteries et puis le bout des bornes de recharge. On a annoncé ce matin que nous avons racheté à Bolloré la concession de Londres, donc, avant d'avoir celle de Paris peut-être. Mais on n'est jamais prophète en son pays, vous savez. On est allé à Amsterdam, on a la concession d'Amsterdam, de Bruxelles et maintenant de Londres, puisque Bolloré possède plus de la moitié du parc des bornes de recharge à Londres et on a racheté cette concession. Donc voilà, donc on s'engage sur la révolution de la mobilité électrique parce qu'il y a un énorme marché et que ça fait partie de la feuille de route de la neutralité carbone. Donc voilà, donc à partir du moment... Encore une fois, tout ce qui change chez nous, c'est que plutôt que de se dire, bon... Ça m'amusait ce que disait Geoffroy sur le prix du carbone, parce que moi, je trouve que chez Total, j'ai à un moment de ma vie été raffineur, j'étais totalement contre le prix du carbone avant d'en devenir PDG, où je me suis dit, bon, maintenant, la stratégie, c'est le gaz, donc je vais convaincre mes raffineurs qu'il faut le prix du carbone. Donc on a fait notre révolution. La même personne peut changer d'avis, vous savez. C'est juste, il faut savoir, ça dépend du point de vue sur lequel on se place. Et donc j'ai dit au groupe, c'est notre intérêt collectif d'être pour le carbone. Non, mais je crois que la vérité, c'est que pour moi, tout ça, c'est arrêtons de regarder tous ces sujets comme des contraintes. Le changement climatique, c'est un fait. Ces nouvelles énergies sont des faits. Il y a des technologies. Maintenant, à nous de prendre ça en main et d'en devenir un leader. Voilà la logique de notre évolution. Eh bien, merci pour ces éclaircissements. Geoffroy Roux de Bézieux, toujours s'agissant de la souveraineté, alors avec la crise Covid, je le disais, on n'a jamais entendu parler autant de volonté de relocaliser l'outil industriel. Est-ce que, selon vous, on est dans le domaine du mythe ou dans le domaine du faisable? Et si oui, quelles sont, enfin du faisable, si oui, quelles sont les propositions du MEDEF pour qu'on y arrive? Alors, ce mot souveraineté, c'est plus un gros mot au MEDEF. J'ai créé en arrivant un comité, avant que ça devienne un peu à la mode, un comité souveraineté économique. Mais la souveraineté, c'est pas l'ennemi du libre-échange, c'est pas le protectionnisme obtus, c'est au fond le juste échange. C'est-à-dire un constat que depuis quelques années, les échanges internationaux sont parfois déséquilibrés, qu'on a des modèles d'économie de marché ou de capitalisme qui ne sont pas exactement les mêmes, que certains concurrents sont subventionnés, que les Américains n'hésitent pas à recourir à des taxes quand ils en ont besoin, et que l'Europe a quand même vraiment été assez naïve en espérant, au fond, d'une certaine manière, que la réciprocité serait naturelle, en poursuivant une politique de concurrence effrénée à l'intérieur de ses frontières qui parfois empêchait la constitution de champions européens. Donc ce qui est important pour nous, c'est de ne pas tomber du mauvais côté de la force. Alors il peut y avoir un souverainisme ou une souveraineté d'État, c'est-à-dire que l'État peut décider ou l'Europe peut décider qu'on a besoin de fabriquer des masques en France. Mais à ce moment-là, il faut faire du take and pay version
version nationale ou européenne en disant écoutez, on a besoin d'avoir du paracétamol ou des masques, donc on vous achète à un prix compétitif avec les contraintes qu'on nous donne pendant X années. Bon, ça c'est assez logique. Après, le reste, ça doit venir, je partage tout à fait ce qu'a dit Patrick, ça doit venir des entreprises. Il ne faut pas que ça soit simplement un projet politique, parce qu'on sait que ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je peux témoigner, parce que j'étais au conseil de PSA jusqu'en 2016, 2017, je ne me souviens plus. Il y a eu ces discussions. Carlos était 200% contre pendant assez longtemps, en se disant, effectivement, c'est une commodité, mais trop dépendre des Chinois peut à un moment nous mettre en difficulté. Donc c'est cet équilibre qui est compliqué à trouver. Alors pour répondre sur les relocalisations, je crois qu'il ne faut pas rêver. Il n'y a pas des milliers d'entreprises qui attendent désespérément le plan de relance, l'arme au pied, prêt à relocaliser. Je suis sûr, je prends un pari, je ne sais pas où il y a des journalistes dans la salle, mais tant pis, je le dis, il va y avoir des inaugurations un peu médiatiques avec telle ou telle entreprise. On fera peut-être venir Patrick Pouyanné, sûrement d'ailleurs, ou d'autres. Mais fondamentalement, ce n'est pas ça qui va réindustrialiser le pays. Je préfère le mot localiser. Et ce qu'il faut, c'est que les nouvelles technologies, l'hydrogène ne soit pas à 100% chinois, que les batteries, s'il y a un marché européen, ne soient pas 100% chinois, qu'on arrive. Et je veux dire, moi, je préfère les extensions d'usines actuelles, parce qu'en plus, ouvrir des usines, on sait que c'est assez compliqué sur le plan voisinage, sur le plan recours, sur le plan étalement urbain. Je préfère les usines qui maintiennent leur activité. C'est pour ça que ça nous amène au plan de relance. Mais baisser de 10 milliards les impôts de production, personne ne le dit, mais c'est la meilleure façon de garder les emplois industriels. Alors, oui, idéalement, si on peut rouvrir des usines, si les emplois, enfin les gens qui veulent investir en Europe, il y en a encore, choisissent la France plutôt que les pays voisins, ça serait formidable. Quand on voit tout le tapage qui est fait autour de Bridgestone, je ne suis pas sûr que ça donne envie à beaucoup d'industriels de venir investir. Au passage, d'ailleurs, personne ne le dit, mais Bridgestone, toutes les fabricants de pneus qui ferment, c'est en partie, pas seulement parce que les pneus chinois ont pris 20-25% du marché. Les Américains ont mis le même phénomène sous Obama il y a 10 ans, et c'était pas Trump, c'était Obama. Ils ont mis 80% de taxes à l'entrée des pneus sans se préoccuper de savoir si c'était compatible, je ne sais pas quelle législation européenne, et la part de marché est naturellement redescendue, je ne sais plus à combien, mais donc ils ne se privent pas de ce genre d'outils, et ce n'était pas encore une fois l'administration actuelle, mais la précédente qui a toutes les vertus aux yeux de beaucoup de commentateurs. Aux yeux du monde, effectivement. Alors s'agissant, vous en parliez du plan de relance, donc qui, vous l'avez remarqué, est la baseline du congrès de cette année. Patrick Pouyanné, beaucoup dans cette salle, donc essentiellement peuplée à l'heure qu'il est de gaziers, effectivement considère que le plan de relance, oui effectivement vous avez raison, je vois sourire toute la journée, ils étaient nombreux. Le plan de relance est effectivement un petit peu passé à côté et les gaziers se sentent oubliés, notamment en ce qui concerne je vous vois foncer les sourcils, notamment en ce qui concerne les transports. Vous partagez ou vous ne partagez pas ? On peut toujours vouloir se plaindre. Il y a quand même un volet hydrogène, il me semble, dans ce plan. Alors au-delà du volet hydrogène. Oui, mais le volet hydrogène, il est quand même majeur. Enfin, faut quand même pas. Moi, quand je parle de gaz naturel, si je veux défendre le gaz naturel à horizon 2050, il faudra le verdir, il faudra le décarboner. Je peux le décarboner par deux moyens. Du biométhane, c'était la table ronde d'avant. Bon, là, il n'y a rien, mais j'y reviendrai. Et puis l'hydrogène, qui est quand même une autre solution. Donc, faut pas, l'hydrogène, c'est quand même pas complètement nul. Donc, le fait que le gouvernement, qu'on veuille mettre. Alors, après, je ne sais pas si on a pour 7 milliards d'euros de projets cachés sous les tapis, ça m'étonnerait. Enfin, moi, j'ai un projet avec les collègues d'Engie, il doit coûter 200 millions d'euros. Il faut quand même qu'on nous le subventionne à 60%. Enfin, je peux l'expliquer au ministre de l'économie qui m'a dit pas de problème quand c'est qu'on l'inaugure. Je lui ai dit, bon, d'abord, on va vérifier que vous nous donnez bien l'argent. Donnez-moi d'abord, vérifier que vos services sont bien d'accord. Non, parce que naturellement, il y a pas. Non, mais il faut pas croire que les industriels ont sur étagère comme ça des milliards d'euros de projets industriels qui attendent. Donc il y a une espèce de concept qui me paraît un peu étonnant dans toute cette affaire, mais enfin je soutiens la démarche. Je vais pas. Donc l'hydrogène est quand même un vrai sujet. Enfin moi je le considère comme il faut le prendre. Notamment l'hydrogène pour moi c'est deux voies. Ça peut être pour les gaziers quand même. La question, je sais bien. Moi je suis colorblind. Je me fous de la couleur s'il est bleu ou vert. Bleu, c'est-à-dire qu'il faut le décarboner, mais ça veut dire combiner. Il paraît que Fatih Birol nous a engagé à s'engager dans le CCS. Hydrogène bleu, c'est une façon quand même de combiner le développement d'une filière hydrogène et la filière à CCS. J'ai expliqué ça à la ministre espagnole il y a vendredi, qui est très pro-climat. Je peux poser une question. Oui. ACCS, c'est quoi ? C'est capture du carbone et stockage du carbone. En fait, parce que l'hydrogène, tu le fais à partir de gaz, pour résumer.
Mais si tu le fais à partir de gaz, tu émets beaucoup de CO2. Donc aujourd'hui, il y a un grand débat. On veut faire à la fois émerger une économie de l'hydrogène en Europe qui n'existe pas, mais en même temps, parce qu'on va être très plus meilleur, on veut qu'il soit vert. Vert, ça veut dire que tu fais de l'électrolyse de l'eau. Bonjour. Mais l'électrolyse de l'eau, le problème, c'est que ça vaut entre 6 et 10 euros du kilo, tandis que le normal, il vaut 1,5, quoi. Donc il y a juste un problème de facteur 4. Donc tout le monde dit que... Donc il y a une gageure en Europe. Croire qu'on va faire tout en même temps, émerger le marché de l'hydrogène, et en plus avec le vert, c'est quand même multiplier les difficultés. Et donc, entre les deux, tu as ce qu'on appelle bleu, c'est-à-dire que tu le fais avec du gaz, mais tu captures le carbone. Et là, tu devrais pouvoir le faire à 3 euros, en gros. Bon, mais ça permet... Or, la filière CCS, on en a besoin. Donc, l'hydrogène, ça peut être du gaz décarboné. Et après, ça peut être de l'hydrogène combiné aux énergies renouvelables, qui me paraît bien évidemment la filière de long terme, notamment pour des gens comme nous qui voulons construire des capacités d'énergie renouvelable. On aura des pointes de soleil et donc on a de l'énergie fatale. Donc simplement, tout ça n'est pas quand même, encore une fois, pas gratuit, mais il faut se lancer. Bon, alors après, dans le plan de relance, oui, on peut faire plus. Bon, on ne parle pas beaucoup de biométhane. Je sais qu'il y a un débat actuellement sur le coût du biométhane. Je regrette un peu parce qu'il y a une filière qui décolle. Bon, sans doute, les outils, il ne faut pas faire que du budgétaire, c'est la leçon, mais il y a d'autres outils, il y a d'autres propositions, je crois d'ailleurs, de votre association, de l'AFG. On peut faire des contrats pour différence. On n'est pas obligé de faire tout peser sur le budget de l'État, même sans doute faut-il pour les petites installations, pour les agriculteurs. Bon, pour être honnête, je découvre tout ça parce qu'il se trouve que la business unit biométhane chez Total date du 1er septembre. Donc, et je n'ai pas dû encore rencontrer son personnel, donc ils m'ont abreuvé de notes extrêmement techniques. Non, ce que je suis sûr, c'est qu'on va produire du biométhane. On s'est donné un objectif, c'est qu'il faut que nous, c'est qu'on veut qu'au moins à horizon 2030, que 10% du gaz qui alimentait nos centrales à gaz, puisqu'on a près de 4 gigawatts de centrales à gaz en Europe, à 10% du gaz devrait être du biométhane. Donc pour se donner un objectif concret, on veut décarboner au moins 10% du gaz qui alimente nos centrales à gaz. Ça ne me paraît pas... Donc on verra si on y arrive. Et avec ça, il faut quand même investir pas mal. On a fait des petits calculs. Donc il va falloir qu'on ait du soutien parce que c'est une filière. Donc il ne faut pas non plus... Je pense que l'État a tort d'envoyer d'un côté des signaux, puis après de les retirer. Parce que ça, c'est le pire qu'on fait. Qui va avoir confiance dans l'investissement dans ces filières si on fait des allers-retours permanents? Donc il faut sans doute trouver d'autres... Il y a d'autres moyens intelligents de soutenir la filière sans faire du budgétaire. Enfin, moi, ça m'étonne un peu quand même. Je dois avouer que heureusement, je ne suis pas leader politique, mais alors d'un côté, vous faites un grand plan de relance pour dire que vous faites de la relance écologique, en disant il y a 30 milliards, puis après, vous faites des annonces pour expliquer, vous revenez sur votre parole, sur des soutiens à des filières de biométhane ou solaire. Enfin, je n'y comprends. Je n'ai pas vu la cohérence globale des deux annonces politiques, mais ce ne doivent pas être les mêmes cerveaux qui dominent, ou plutôt, je pense qu'il y a quelqu'un qui a imposé 30 milliards en haut et puis des gens en dessous qui essayent de récupérer 1 ou 2 milliards à court terme. Non, mais c'est juste mauvais pour les gens qui veulent investir. Encore une fois, on a besoin de signaux qui soient prévisibles. Bon, alors, enfin, dernier point, il est clair, lorsqu'on parle transport, que bio-GNV, que bio-GNL, pour les camions, peuvent être des moyens de... donc il faut du biométhane si on veut verdir le gaz. Bon, voilà. Mais bon, il ne faut pas non plus passer notre temps à critiquer tout ce qui se passe. Moi, je considère qu'il y a un vrai effort. Bon, je vous rappelle qu'il y a aussi le volet quand même isolation, enfin l'isolation thermique, qui lui aussi pose d'autres questions en termes de capacité à le réaliser, en termes d'offres de services, d'ailleurs, tout simplement. Donc, il ne faut pas non plus passer notre temps. Il faut voir les choses positivement. Après, lorsque l'État renie sa parole, c'est pas bien. Il faut râler parce que si un État comme la France remet en cause des contrats, ça me paraît un truc, c'est juste pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas possible que des États comme la France renient les contrats qu'ils ont signés, quoi. Alors c'est vrai que pour aller dans votre sens, moi qui observe le secteur de l'environnement depuis plusieurs années, maintenant plus de 15 ans, c'est un atavisme français que de faire des stop and go, que de racheter les contrats. Et c'est une vraie problématique pour les entreprises du secteur qui n'ont pas la visibilité nécessaire. Du coup, vous allez vous poser des questions. Est-ce que je dois investir dans cette filière? Exactement. Dernière question pour vous, effectivement, s'agissant du plan de relance. Quel regard le MEDEF porte-t-il dessus? Quels sont les points positifs que vous y voyez? Et éventuellement, s'il y a des points manquants que vous auriez voulu y voir? Oui, alors je vais commencer par dire qu'il a un grand mérite, c'est qu'il est là. Il est voté. Et il y a un certain nombre de mesures qui sont déjà en place, puisque la mesure sur l'embauche des jeunes, par exemple, elle a commencé le 1er septembre. Ce n'est pas le cas de tous les pays en Europe. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de pays en Europe qui sont encore en train de débattre, etc. etc. Donc, d'un point de vue signal de confiance, alors même si les pilotes sanitaires, évidemment, il est un peu plus compliqué en ce moment, c'est quand même le signal que ça y est, vous pouvez y aller. Bon. Alors après, les deux mesures les plus simples qu'on oublie un tout petit peu, qui sont vraiment importantes, c'est l'embauche des jeunes. Moi, les signaux que j'ai, évidemment, ils ne sont pas complets. C'est que sur le plan des alternants, notamment,
on ne devrait pas être trop loin du score d'embauche de l'année dernière. Alors c'était avant les annonces de mercredi, mais je pense qu'il y a une dynamique et que c'est quand même un signal finalement presque de citoyenneté des entreprises. Hein. Il y a, voilà, les jeunes, c'est ceux qui ont trinqué au fond dans cette affaire ceux qu'on a un peu sacrifiés. Et donc l'alternance et les contrats pro, enfin tout le mécanisme de l'alternance, c'était 490 000 contrats l'année dernière. Je ne sais pas combien on sera, mais on ne sera pas très éloigné, ce qui est une bonne nouvelle. Le deuxième volet, je l'ai cité, qui est très important, ça fait 10 ans qu'on se bat pour ça, c'est la baisse des impôts de production. Alors évidemment, on peut toujours dire, ah oui, mais il y a 53 milliards d'écart avec l'Allemagne, blablabla. Oui, mais enfin, 10 milliards de baisse d'impôts pour les entreprises dans un pays dont l'opinion publique n'est pas toujours facile de ce point de vue-là. Enfin, pour qui c'est pourquoi on donne de l'argent aux entreprises. Je pense que c'est un vrai bon signal. Et c'est bien calibré. Ça va aider l'industrie. Ça va aider la production en France. Donc la manière dont ça a été fait est bien faite. Bon. Alors là où on est non pas plus réservé, mais on est un peu plus inquiet, c'est sur les appels à projets, sur les volets numérisation, relocalisation, décarbonation de l'économie. Il y a à peu près 30 milliards. Agnès Pannier-Runacher a fait un guide que j'ai parcouru ce week-end, 80 pages. Alors, déjà, il y a 80 pages. Déjà, ça, j'allais dire, pour un patron de PME, ça freine un peu. Je partage tout à fait ce qu'a dit Patrick. Il n'y a pas des milliers de projets qui attendent l'arme au pied. C'est un petit peu comme les relocalisations. J'étais avec le MEDEF de la Charente la semaine dernière. Un très beau MEDEF, il y a 1500 entreprises. C'est vraiment une super équipe. Ils ont recensé tous les projets qui pouvaient correspondre. Ils arrivent à 15 projets. Alors, bon, c'est un département sur 100, donc je ne sais pas si on peut faire une règle de 3, c'est probablement très approximatif comme calcul. Mais il va y avoir des projets. Moi, mon inquiétude, c'est qu'on ne dépense pas les 30 milliards. Ça peut paraître bizarre, mais je pense qu'on ne va pas y arriver. Et l'autre chose, c'est que, comme toujours, l'administration s'est régalée, si j'ose dire. Je le dis d'ailleurs au passage à l'élu de la République. Et donc, elle est rentrée dans beaucoup de détails. Alors, par exemple, dans l'agroalimentaire, j'ai regardé, parce que moi, j'ai un petit groupe, dont quelques entreprises d'agroalimentaire. Donc, déjà, le seuil pour bénéficier des projets dits de résilience, c'est 1 million d'euros d'investissement. 1 million d'euros, c'est quand même pas l'épaisseur du trait pour une PME. Ensuite, ils ont trouvé... Enfin, pardon, je ne devrais pas être trop critique. Ils ont poussé le souci du détail, voilà, je vais formuler ça politiquement correct, jusqu'à faire une liste de produits éligibles. Et donc, ils ont décidé... Donc, il y a un petit côté... je ne sais pas comment dire, gosplan, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a un petit côté souci du détail poussé qui fait qu'il y a une administration, là, en l'occurrence la Direction générale des entreprises, à Bercy, qui a décidé, pour les 5 grands secteurs concernés, la liste des ingrédients qui pouvaient justifier un budget d'investissement de relocalisation. Donc, par exemple, c'est dans l'agroalimentaire, comme je suis, l'huile végétale est dans le produit, mais pas le vinaigre. Alors, je ne sais pas très bien pourquoi. Bon, et donc, ce que je crains un peu, vous voyez, c'est qu'on ait un peu bureaucratisé le système. Et donc, ce qu'on va dire à Bruno Le Maire, enfin, ce qu'on a déjà dit, c'est un peu de relâcher la pression, c'est-à-dire de baisser le niveau d'investissement, d'assouplir les critères, enfin, de donner un machin un peu plus, vous voyez, un peu plus flexible, tactile, que les entrepreneurs, dont les entrepreneurs puissent se saisir. Mais globalement, on a un regard plutôt positif sur le plan de relance. Encore une fois, il est là, l'argent est là, il n'est pas encore décaissé, mais il est là. Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on s'enlève sur cette note positive. Merci à vous deux d'avoir participé à ce regard croisé. On va tout de suite, ne partez pas pour l'instant, tout de suite. On va accueillir Patrick Corbin, donc président de l'AFG, pour quelques mots de clôture de ce congrès. Bon, tout d'abord, merci. Merci. Bon, merci à vous deux pour ces propos conclusifs. Hein, et je peux vous promettre, Monsieur Pouyanné, vous êtes le bienvenu l'année prochaine. Je voudrais dire un très grand merci à l'ensemble des intervenants qui ont permis d'avoir une journée riche et passionnante avec des points de vue différents, des confrontations d'idées. Et comme vous le savez, à cause de la jauge, on a dû refuser du monde. En tous les cas, vous pouvez tous les applaudir. Merci. Merci à toi, David, pour cette animation. Merci beaucoup, avec tes questions pertinentes et qui ont permis de vrais débats.
Et je voudrais dire aussi un très grand merci aux équipes de l'AFG et à Amélie notamment, qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de ce congrès. Et je dois avouer que ça n'a pas été de tout repos et qu'en milieu de semaine, on se demandait si on allait le tenir. Voilà. En tous les cas, un très grand merci et je suis très heureux de vous voir là cet après-midi. Le cabinet Wavestone, qui est notre partenaire sur ce congrès, va produire dans quelques jours un document qui relatera les points forts de ce congrès et qui permettra, en complément des visios, de pouvoir, je dirais, revoir ce congrès, va le produire très prochainement. Et en tous les cas, un grand merci à lui. Vous le voyez sur l'écran, on a deux prochains événements. Le mercredi 7 octobre au Salon des Arts et Métiers. J'espère que nous pourrons le tenir aussi en présentiel, sur les émissions de méthane, qui est un point difficile pour notre industrie. Et c'est Philippe Stoquet, comme je le disais tout à l'heure, qui fera le propos introductif de ce sujet. Et un second sur le GNL et le climat, qui est, je crois, le mardi 10 novembre. Voilà, merci à vous, et je vous souhaite un bon retour et keep safe, comme on dit.